À tous les parlementaires qui se sont retrouvés le 1er octobre dernier au lieu dit du monument de la réunification, préférant donc rester à Yaoundé au lieu d'aller sur le théâtre des opérations dans le sud-ouest et le nord-ouest, nous voulons leur rappeler que c'est là-bas que tout ça se jouait. Et à tous ceux qui se sont tenus main dans la main, orchestrant des marches qui n'avaient pas fondamentalement une connotation républicaine, nous voulons leur rappeler également que la République du Cameroun ne s'accommode pas de toute forme de considération partisane. Aujourd'hui, on est donc très loin d'être sorti de ce qu'il est convenu d'appeler la crise anglophone aujourd'hui, puisque l'Union européenne elle-même semble être bien préoccupée. À la suite de l'ONU, il y a aussi la francophonie par la bouche même de Michael Jean qui prône le dialogue. Mais le mot dialogue est dans la bouche de tout le monde, y compris de bien d'autres personnalités qui, sur la place camerounaise, ont formulé quelques préconisations en cette matière. Mais de ce dialogue, on va le mener avec qui et avec quels interlocuteurs et surtout le contenu. Qu'est-ce qu'on va y mettre là-dedans? De tout cela, on n'en sait pas grand-chose puisque la seule personne qui doit nous mener vers cette solution de sortie est toujours portée disparue, le chef de l'État du Cameroun. Merci d'être là encore. Voici le Zénith émission d'utilité publique. Bienvenue, merci d'accueillir l'ensemble du panel. Bienvenue à vous, Charles Amel Mbachou. Bonjour. Bonjour Sam Sévérango et bonjour à tous les téléspectateurs et particulièrement à tous ces administrateurs, préfets, sous-préfets, directeurs qui minaudent les usagers. Oui, parce qu'on est directeur, on ne dit plus bonjour, on se permet de mettre tout le monde dehors, de vouloir le silence, pourtant on est là pour servir. De quel service parle-t-on? Celui du politique, celui de l'administratif ou alors tout simplement celui du parti au pouvoir. Merci beaucoup. À votre suite, on accueille Megui. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs du Zénith. Au menu de la revue des réseaux sociaux ce jour, beaucoup de choses intéressantes. Notamment, on va un peu parler des artistes camerounais qui de plus en plus multiplient des vidéos sur la toile qui ne nous honorent pas du tout. On va parler de Longuet Longuet et d'autres de ses compères. Ben, écoutez, c'est dans quelques minutes. Ce sera donc dans la revue des réseaux sociaux avec bien d'autres actualités concernant par exemple le comité de normalisation de la FECAFOOT aujourd'hui qui semble ne pas encore avoir pris la vraie mesure de son travail là où on l'attend, préférant s'employer à procéder à des nominations de personnes parmi leurs amis et autres copains. Ce sera tout à l'heure, peu après la première heure de ce programme. On accueille Mbombok Bengan. Bonjour Sam, moi je salue les gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aujourd'hui c'est bien le 3 octobre. Dans 2 jours ce sera le 5 octobre, journée des enseignants. Comment vont-ils se comporter ces enseignants-là et ces 2 administrateurs civils de classe exceptionnelle? Vont-ils laisser que les enseignants posent leurs problèmes d'enseignement? Je m'interroge, je les attends. Dans 2 jours on verra bien. Voilà, le corps enseignant camerounais est toujours gangréné par de nombreux mots. On aura le temps de reparler de ça, effectivement, à l'occasion de la journée qui leur est consacrée, puisqu'au Cameroun, nous sommes toujours en pleine célébration de la rentrée scolaire. Au cours de cette autre édition du Zénith, il sera davantage question également d'aller voir tout ce qui a été mis en place par rapport au programme de lutte contre certains fléaux camerounais. Aujourd'hui, ce sera tout à l'heure dans la colère de Charles Armel. On va donc devoir décoller finalement avec Tendance. En vue de son histoire. La voici donc en guise de préambule. Bienvenue, bonjour. Tendance. Bonjour Sam, SOS à tous les gros bras. Les gens qui font la théophilie. Rendez-vous au marché de Makepe Misoke, où il y a trop les femmes marabouts. Il y a une maison qu'on doit détruire là-bas. Vous voulez dire haltérophilie, c'est ça? Quoi? Haltérophilie. Pardon, je connais même prononcer le nom de ça. C'est que la dame là m'a demandé de passer les communiqués comme ça. Donc, les chargeurs, non. Rendez-vous avec le chargeur. Si quelqu'un n'est pas grand de taille, costaud, baraqué et fort, il ne doit pas participer au casting. Le casting, j'ai fini le casting à midi. Et à 17 h, il y a une maison qu'on doit détruire à Makepe Misoke, au marché même. Donc on traverse où il y a les marabouts, où il y a beaucoup de femmes marabouts là. C'est là-bas que ça doit se passer. Hey, bon. Parce que si on ne détruit pas cette maison, il y a une femme qui ne doit pas trouver le sommeil. Parce qu'elle m'a dit qu'elle veut avoir le sommeil paisible. C'est le français, ça se dit en français, non, ça. C'est ce qu'elle m'a dit en français, là, en bon français là-bas, qu'elle va avoir le sommeil paisible. Que s'est-il passé, Megui? Dis-nous. Femme au foyer, mariée avec 4 enfants.
ressortissante de Makepe Misoke. Son mari un peu. Elle aussi, elle est un peu quoi, bref. Elle n'a pas faim et elle n'a pas soif. Quand tu vois son mari, tu sens que c'est quelqu'un qui est un peu. Mais sauf que son mari a construit leur maison. Avant, leur maison était avant ma pré-pâté. Donc quand tu arrivais chez eux comme ça, tu pouvais envoyer la main, récupérer quelqu'un au lit. L'homme a dit, ouais, par amour pour mon épouse, je préfère construire la maison de ses parents. C'est ce qu'il a fait. Mais sauf que madame ne respire plus depuis ces derniers temps. Quand il y a les problèmes, monsieur, quand elle parle un peu fort à son mari, il dit que, oh bon, n'est-ce pas, j'ai construit votre maison. Même si monsieur lui dit, fais ceci, elle ne fait pas, il va se demander que tes parents dormaient où avant. Et votre maison que j'ai construite, tu as raison de me parler fort. Si ils sont combien, elle ses parents? La maison, et la femme, ils sont combien? Elle est là avec ses frères et sœurs. Combien de garçons, combien de filles? Non, je ne suis pas trop entrée dans les détails. Ce que je sais, c'est qu'elle m'a parlé. Elle-même, elle a 4 enfants. Elle a couché le successeur, l'héritier, même la belle-mère de son mari. Donc, elle a fait 4 enfants. Monsieur dit que, comme j'ai construit votre maison, tu dois me parler fort. Et elle a envie de trouver le sommeil. Elle dit qu'au lieu de lui faire le chantage, mieux on met la maison là à terre. S'il vous plaît, les gros bras, si vous ne pouvez pas avoir mon numéro de téléphone, écrivez-moi dans mon inbox Facebook. Tendance que vous m'écrivez inbox, on se reprend à 17h. Elle dit que coûte, la maison là, on va mettre ça à terre pour qu'elle retrouve le sommeil. Qu'elle a les insomnies. Moi, je ne peux pas. Qu'elle se tourne dans la nuit, quand elle a eu les prises de bec avec monsieur, il dit, votre maison est bien maintenant. Et vous dites, tu me parles fort. Donc, elle est allergique au chantage. J'en ai terminé ça. Bon, alors, il existe bien des gens qui ont la possibilité de construire des maisons à leur belle famille. Je crois qu'à la base, c'est peut-être une pratique de chez nous aussi. Pour ceux qui sont un peu plus nantis, comment vous l'appréhendez? Non, nanti ou passant, c'est un devoir du beau-fils d'entretenir sa belle famille. On dit dans nos traditions que la dot ne finit pas. La dot ne finit pas. Et généralement, lorsque vous venez doter une fille, ça commençait par vos mamans ou les gens de ses amis ou ses coépouses qui ont vu une fille quelque part, ou même du côté de vos oncles paternels, on dit on veut vous envoyer. Comment on testait le garçon? Quand vous venez, on vous donne la lime et la machette. On veut savoir si la fille qui viendra chez vous va dormir affamée comme disait Tendance. Est-ce que vous pouvez tenir la machette pour faire un chant? Est-ce que vous pouvez tenir la maison, notre fille qui va venir à mariage? Donc en réalité, il y avait des choses comme ça. Mais vous n'alliez pas nécessairement au champ. On voulait seulement voir, c'est un test. Lorsque vous prenez la lime, on sait comment vous limez la machette. On sait que non, notre beau-fils ici, il peut. Ou bien vous pourriez trouver à un moment donné votre belle famille qui est complètement démunie. On vous dit, vous allez faire comment? La maman verrait quoi? Vous pouvez leur faire une case. Donc ça se faisait. Donc, pour ce cas précis... Vous dites maintenant que la famille, la belle famille, elle est démunie. Elle est démunie. Lorsqu'il y a nécessité de faire une case, si vous le pouvez, vous le faites. Vous le faites. Très bien. Vous le faites. Mais ce n'est pas une obligation. Non, non, ce n'est pas une obligation, mais c'était normal. C'est-à-dire que dans l'organisation, dans la dot, on vous disait, vous voyez dans quelle situation se trouve votre belle famille. Vous, c'est pour que la honte, vous enlevez la honte de la famille, vous pouvez les aider. Mais ce n'était pas une obligation. Vous pouvez le faire. Mais dès lors que vous le faites, il n'y a pas à faire de chantage. On n'en parle même pas. Puisque, en fait, lorsque vous épousez une fille, vous devenez le fils de cette famille-là. Vous devenez le fils pratiquement. Et jusqu'à ce que vos parents meurent, la dot ne finit pas. Surtout pour la maman. Parce qu'avec le père, on peut encore dire, voilà, il a des enfants. Mais pour la maman, si votre belle-mère vit encore, vous allez l'entretenir comme votre maman. Bon, alors, ça peut se discuter aussi parce qu'on a des contrées aujourd'hui, comme dans la Léquier chez les Étones, où la dot peut osciller des montants astronomiques allant jusqu'à 10 millions de francs. À ce moment-là, on peut considérer que la dot est finie. Lorsque vous prenez 10 millions pour une fille, bon, à ce moment-là, n'espérez plus rien du tout. Non, écoutez, Sam, non. C'est l'interprétation qu'on donne aujourd'hui et c'est pas bon. Excusez, je ne parle pas de moi-même, mais j'ai 2 familles
deux garçons qui veulent épouser deux filles, voilà, ils sont bloqués à ça. Et quand j'ai parlementé avec ces familles, j'ai trouvé que tous les cartons de baisse qu'on demandait, en réalité, c'est des choses qu'on négociait. Parce que chez les Douala aussi, on exige beaucoup d'argent au niveau de la dot. J'ai donc trouvé que le premier qui voulait fuir, il n'a même plus dépensé 500 000. Et il s'est rendu compte que, mais attends, pourquoi je fuyais? Je lui ai donc dit, effectivement, dans la dot, c'est la manière de parler, de négocier. C'est-à-dire que la fille qui vient en mariage, est-ce que son mari a la capacité de négociation, la capacité de persuasion, la capacité d'argument? C'est tout ça qu'on regarde au même moment. C'est vrai qu'on va revenir à ça. Revenons au sujet de départ. Megui, il est donc convenu qu'on peut construire une case à sa belle-mère ou bien à sa belle-sœur lorsque les besoins se font. Mais le problème ici, c'est que quand vous l'avez accepté, ne faites plus un peu de chantage par la suite, comme le dit Bobo. Ben oui, tout à fait, parce que là, on assiste à une scène assez bizarre, parce que vivre avec quelqu'un qui, à chaque fois que vous avez un problème, vous rappelle ce qu'il a fait, et même pas pour vous, mais pour vos parents, ça peut être extrêmement gênant. Et ça peut facilement pourrir la vie d'un foyer. Donc, on a des gens qui, généralement, sont des personnes qui sont généreuses. C'est-à-dire que c'est comme ça, elles sont généreuses et qui ne vont pas vous rappeler ce qu'elles ont fait pour vous. Mais il y a effectivement des personnes qui, en fait, ne sont pas généreuses, mais font des choses pour pouvoir avoir comment je vais dire ça, pour pouvoir tenir les autres. Il y a des personnes qui ne font rien pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas par gentillesse qu'ils donnent, mais c'est pour amadouer les autres, pour pouvoir les tenir en laisse. Et je crois que c'est le cas de ce monsieur qui a fait un cadeau empoisonné en quelque sorte à ses beaux-parents. Parce que vous ne pouvez pas faire un cadeau et transformer ce cadeau en fardeau pour les personnes à qui vous l'avez fait. Si vous construisez une maison à votre beau-père, à votre belle-mère, on dit très bien que quand on se marie, on devient le fils de cette famille de laquelle on a pris une fille. Donc vous ne pouvez pas, est-ce que vous pouvez construire une maison à vos parents, à vous, et leur faire ce chantage à tout le temps? Donc là, ça pose un réel problème. Et moi, je pense que la femme... Il faut commencer à tirer les leçons de l'histoire, finalement. Qu'est-ce que vous recommandez et aux belles familles et aux famille de l'homme, par exemple, aujourd'hui, parce que sur la nature des cadeaux et la possibilité de s'offrir des cadeaux, est-ce qu'il faut y avoir des limites? Non, moi, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dire soit aux beaux-parents qui ont accepté le cadeau de leur beau-fils. C'est normal qu'un beau-fils puisse faire un cadeau à ses beaux-parents. C'est comme une belle-fille peut faire un cadeau à ses beaux-parents. Donc, rien de plus normal. Ce sont tes parents. Donc, qu'est-ce que je peux bien leur dire? C'est tout simplement que, voilà, ils ont tiré des conséquences. Ce beau-fils-là n'est pas le beau-fils, n'est pas le mari d'une autre de leurs filles. Peut-être qu'un autre le fera et ne se comportera pas comme ça. Donc, qu'ils se disent tout simplement que, bon, voilà, ils ont en face de quelqu'un qui a une mentalité assez rétrograde, quelqu'un d'assez abject. Voilà, moi, je vais le dire comme ça. Et puis voilà. Qu'il accepte. Donc, Charles Amel, votre lecture, c'est une affaire de mentalité. Donc, tout simplement, à l'africaine, retenez que quand on fait de cadeaux, encore que les deux époux peuvent se faire des cadeaux entre eux aussi. Hein. Donc, c'est l'attitude qu'on a par la suite. La maison qui parle d'un étranger ne parle pas d'un seul étranger, mais de tous les étrangers qui rentrent dans cette maison. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que l'homme a conçu la maison qu'il a commencé à faire le chantage. Elle a connu ainsi et elle a aimé ainsi. C'est comme ça. Il ne s'est pas levé un matin pour le faire. Dans la majeure partie des relations, nous avons souvent des gens qui aiment offrir et qui, pour un moindre rien, demandent à ce qu'on leur restitue l'ensemble des offres. Je t'ai offert le téléphone portable, puisque tu commences à faire les chantages, je deviens un objet de problème. Rends-moi mon téléphone portable. Non, ce n'est pas allégeance. Remets-moi mon téléphone portable. C'est aussi bien chez les femmes, plus sur les femmes que chez les hommes. Parce que pour un peu que votre petite femme vous a offert une voiture, pour un peu qu'elle vous a offert une chemise, pour un peu qu'elle vous a offert un pantalon, ou pour un peu qu'elle vous a fait un prêt d'argent, pour le moindre soupçon d'infidélité, elle demande à tout récupérer. Donc je dis ça, c'est pour le problème des femmes. Donc pour dire que ce n'est pas sérieux. Concernant la dot, on revient au cas de la dot, il faut préciser que les gens n'ont pas compris le sens du mariage. Le complexe d'Édipe s'applique aux deux. Le beau-fils s'occupe de la belle-mère
Et la belle-fille s'occupe du beau-père, qu'elle prend comme son père, que le garçon prend comme sa mère. L'objectif pour le beau-fils, c'est de s'assurer, pardonnez-moi l'expression, qu'on dit au village que les fesses de la belle-mère ne restent pas nues, pour dire qu'il doit s'arranger à ce qu'elle a toujours les plus beaux pagnes, il doit s'arranger qu'elle a les plus belles tenues, et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a d'autres, on exige toujours les pagnes. Il doit s'arranger à ce que la belle-mère, la santé de la belle-mère soit au beau-fils, à être toujours là pour le beau-fils et s'occuper de la cuisine de sa belle-mère, parce que c'est de là que sort sa femme. La femme sort de la cuisine et non du salon. C'est l'homme qui sort du salon parce qu'elle est instruite par le père. La belle-fille qui va donc en mariage, qui va se marier, a le souci. Est-ce que mon père, lorsque son père à elle-même est malade, l'homme ne dort pas? Mon père à la maison est malade. Il faut aller voir mon père. Mon père veut te voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fille qui met la pression au niveau de l'homme. Lorsqu'il y a même conflit entre le père et la fille, c'est le beau-fils qui va arranger parce que la fille et son père, c'est entente ultime. Donc pour dire quoi? Pour dire Sam Sévérin, que dans cette situation, ils sont certainement arrivés à là parce que la femme a adopté une attitude autre. Voilà pourquoi l'homme se retrouve à dire, tu me parles comme ça. Avant, quand la maison était comme tendance à dire, avant ma préparée, tu avais un certain comportement. Mais depuis que je l'ai fait, je me rends compte que tu as changé. Mais non, cet homme ne doit trouver aucune raison fondamentale pour se retourner. Parce que s'il a fait un cadeau, quelle que soit l'attitude de sa famille, me semble tendance, il doit s'en tenir à ce qu'il a fait. Hein. Ça me regarde, hein. Les hommes ont les faux problèmes, donc les problèmes sans sens. Je t'ai fait 4 enfants. Hein? Non, parlons peu, mais vrai. Toi, tu veux quoi? Tu peux compter le nombre de fois que je prépare pour aller donner à ta mère? Tu ne peux pas. Tu peux compter combien de fois ce que j'ai fait pour ta famille? Non, tu ne peux pas. Pour une maigre maison, oui, je vais dire ça. Pour une maigre maison que tu as construite à ma mère, qui vaut des millions, qui vaut des millions. Mieux, on met à terre. Tu veux qu'on travaille, non? Ok, stratégie militaire. Récupère notre maison avant ma prépare, tu remets en bon état. Même porte, même fenêtre, et tu récupères ta maison en Dieu, tu pars avec. Parce que vous avez trop fait le chantage dans rien. La mère de qui? Tu manques le respect à la mère de qui? La femme qui a souffert pour moi, c'est 9 mois de grossesse. Une femme, ma mère, ça veut dire que tu m'as insulté. Tu as insulté mes parents. Tu as insulté les beaux enfants que je t'ai accouchés. Oui. Tu es en train de terroriser même ma famille. Tu ne respectes personne. En même temps, même tu me frustres. Je ne me sens plus en sécurité dans mon foyer. Je ne suis plus une femme mariée. Je suis maintenant une femme perdue. Parce que quand tu me frustres comme ça, dans la nuit, je ne peux pas dormir. Quand j'ai les insomnies, c'est mon esprit qui se balade. Et ce n'est pas bon pour ma famille. Maintenant, est-ce que quand tu parles comme ça, je pense tu te mets à la place de la femme, oui. Mais ce n'est pas pour arranger les choses. Est-ce que la femme ne doit pas avoir une autre attitude que celle-là qui est conflictuelle? Non, en cherchant à ramener le mari à la raison, que Sam, de tout le temps adopter la position va-t-en-guerre. Sam, tu sais que non, je ne suis pas en train de faire la guerre. Moi, je suis l'être humain, je n'ai pas le cœur, la pied à la place du cœur. Tu m'as rappelé une fois, n'est-ce pas, construire la maison de tes parents, je suis resté tranquille. Mais à moins de pépin, n'est-ce pas, la maison de tes parents, à un moment donné même, ça devient, ça traumatise même. Il y a les hommes ici, donc même si tu les ramènes, comment ils vont tout parler de ça? Ok. Tu n'étais pas obligé que de même faire choquer le cerveau matin, midi, soir. Honnêtement, moi je pense que c'est même un faux problème. C'est le détail. Quel que soit le fait, quelle que soit la position d'une femme, que ce soit une femme au foyer, ménagère, que ce soit une femme qui sort se battre. Vraiment, les revenus d'un couple, surtout en communauté des biens, incombent aux 2 conjoints. Ça veut dire quoi? Même la femme au foyer participe à l'épanouissement financier, moral d'un couple. Donc, que l'homme ait construit une maison à ses beaux-parents, je suis désolée, c'est les 2 qui ont construit la maison aux beaux-parents. Ce sont les 2, voilà. Donc, il n'a pas à venir réclamer, oui, j'ai construit la maison. C'est nous qui avons construit la maison aux parents. Donc, s'il veut, il n'a qu'à se plaindre toute sa vie entière. La maison, elle va rester là. Je ne casse rien du tout. La maison, elle va rester là. S'il veut, il n'a qu'à avoir ses ressentiments et tout. Elle restera là. Et c'est tout. Il va parler, et puis on a... Et puis non, mais qui se frustrant, tu Oui. sais, parce que ça n'arrive pas à dormir. Mais pourquoi tu vas casser? Tu ne casses pas. Est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce que ce n'est pas la N'est-ce résultante aussi, Mbombo, de cette autre mentalité qui consiste pour les familles un peu moins nantis, on en a parlé ici à l'époque, hein, de toujours rechercher
à faire en sorte que leur fille puisse épouser quelqu'un d'un peu plus bien hein, par la suite, qui a un peu plus de moyens. Parce que la femme, même si elle n'est pas allée à l'école, si elle est jolie, il va falloir forcément qu'elle trouve un bon mari. Et le bon mari, on sait ce que ça veut dire en Afrique. Non, le bon mari... C'est l'une des conséquences aussi, hein, je crois. Non, la cupidité n'est pas... Je veux dire, vous pouvez trouver une famille pauvre, vraiment pauvre, qui n'est pas cupide. Le bon mari, à ce moment-là, sera celui qui aime les gens. Parce qu'en Afrique, il n'y a de richesse que d'hommes. Lorsque vous avez les hommes, vous avez des enfants, vous avez l'obligation de les éduquer, de les instruire. Et après... de les situer. Très bien, c'est pour ça que je dis le bon mari, vraiment bon, soyons honnêtes et reconnaissons-le. Chez nous, le bon mari, c'est celui qui a de l'argent. Est-ce que c'est pas vrai? Non. On m'a donné mon épouse, je n'avais pas encore terminé. Oui, c'est des cas isolés, mais de façon générale. C'est pas isolé. Ouais. Justement, c'est pas isolé. C'est pour ça que ne mettez ni le droit là-dedans, ni les considérations matérielles. Si vous mettez les considérations matérielles et le droit, vous faites tout faux. Vous faites tout faux. En Afrique, on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on met dans la cuisine de sa maman. On ne compte pas. Lorsque vous dites, j'ai épousé une fille, sa maman qui est votre belle-mère devient votre maman. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, le devoir impérieux de la mettre à l'aise parce que vous aimez votre femme. Donc maintenant, lorsqu'on a ce cas-ci, en principe, l'homme ne devrait plus, même si la femme gronde à la maison. Charles Amel a dit quelque chose de fondamental. Tu vas voir le père de la fille. Tu lui dis, mais papa, je ne comprends pas, ça ne va plus, je ne dois pas à la maison. Mais votre fille, son comportement, je ne comprends pas. Maintenant, le problème qui s'est trouvé, c'est qu'on vous dit souvent à l'église que non, prenez la Bible, le mariage, c'est vous deux. C'est faux, archi faux. Archi faux. Disons que c'est à relativiser. Non, de toutes les façons. Non, ce n'est pas à relativiser. Parce que quand on va entrer là-dedans, on va vous dire que Salomon avait 1000 femmes, donc je veux être polygame. Quand on va dire que non, et peut-être Paul a dit qu'il faut épouser une fille, vous n'allez jamais vous entendre. On revient donc à la communauté. C'est le père de la fille, ou si son papa est mort, c'est lui qui a pris la bouteille, qui devient son père. Il faudrait qu'on rétablisse ces relations-là. Et j'ai dit à cet homme-ci de se calmer, de rester tranquille. S'il continue, il va prendre les malédictions. Il va prendre. Où va-t-il envoyer les enfants en congé? Il va les maintenir. Celui il n'a pas de belle famille et alors, ça ne lui. Il n'est pas à l'aise d'envoyer ses enfants en congé dans sa belle famille. Et même s'il a constaté la raison. Alors, Charles Amel, je reviens donc à la conception de la dot. Finalement, on ne peut pas contourner le sujet. Si on est d'accord qu'aujourd'hui, il faut admettre que la bonne collaboration entre les deux familles sera quasi permanente dès lors que les deux familles sont liées. Alors, que dire donc de ces familles comme chez les Douala ou chez les Étoiles tout à l'heure qui exigent des montants exorbitants lorsque la fille va en mariage? C'est ça le problème aussi. J'ai assisté à une dot du côté de Yabassi, plus précisément, où nous sommes allés. J'accompagnais un ami qui allait doter une femme avec qui il a vécu presque 14 ans. 14 ans, il allait doter la femme du côté de Yabassi, chez les Bandem plus précisément. Il est arrivé, on lui avait fait la liste, la liste avoisinait les 2 millions de francs CFA. Lorsqu'il est arrivé avec l'ensemble des porcs, des sacs d'oignons et plantains, on a compté avec la liste, c'est-à-dire on dit 2 sacs d'oignons, on porte, on dépose, on compte. On dit en bon état ou mauvais état. Celui qui dit en bon état, on pose. On dit plantain. En bon état ou mauvais état, gros ou petit, on précise. À la fin, il s'est trouvé, Sam Sévérin, que un porc avait des soucis, avait une blessure. On a dit qu'il y a un porc qui est arrivé en mauvais état. On a dit mettez-le à côté. Ça fait un autre sujet. À tel enseigne qu'on a déboursé 200 000 plus l'argent de ce porc. Donc, vous dites qu'il y a des familles aujourd'hui qui se sont versées dans un mercantilisme total. Je suis d'accord. Mais j'estime que, et je m'inscris dans la même logique que Mbombok, quand vous allez doter une femme, on vous dit 400 000. En principe, c'est 100 000. En principe, ça peut déborder, ça peut atteindre 200 000. Mais il y a des familles où on exige. C'est souvent là où part le problème. La deuxième chose, c'est que parfois vous êtes avec une femme. Elle vous dit, regarde la maison de ma mère. Elle dit, mais par est-ce que tu trouves que ça me mérite? Est-ce que tu trouves? Est-ce que tu trouves? Pour un peu que tu aménages la maison, dès que vous avez le moindre problème, elle fuit. C'est là où elle va se réfugier. Oh là là.
Nous avons eu des cas ici racontés par tendance où la femme a fait ses affaires. Elle dit, ça devient qu'elle utilise cela comme une forme de chantage par rapport à son comportement. Donc j'estime que si cet homme s'est retrouvé là, soit il est né mouchard, parce qu'il y a des hommes mouchards, il y a des hommes congossas qui ne gardent rien, il y a des maîtres chanteurs, on ne peut pas oublier qu'il y a des hommes comme ça, leur passe-temps c'est faire chanter la femme toute la vie, il y a des nuisibles, des hommes nuisibles, vous faites même tout, il est nuisible, difficile, et il y a d'autres qui sont amoureux. Alors soit ils se contentent, c'est son meilleur sapin de fardeau, elle se contente et elle vit avec ce monsieur comme ça, comme elle a accepté, ou à défaut de ça. Bon. Est-ce qu'on a des messages par rapport à ce premier sujet avant de passer à la suite? Ma dignité avant tout. Je suis une femme. Même si je n'étais pas là pour ça, fait quoi? Ce n'est pas la cause de la femme. Dans un couple, s'il n'y a pas les prises de bec, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Il faut les prises de bec. Oui. Alors, donc, on a Joël qui nous dit bonjour le plateau, moi, je suis un homme et je vis le même problème ici chez moi. Ma femme a bouffé une tontine à mon nom et elle a bouffé une tontine à mon nom et avec cet argent, on s'est acheté un terrain. Tous les jours, elle ne cesse de me faire le chantage avec ça. Voilà. Et ça me fait très mal. Voilà. Oui, mais c'est pas bon. Justement, c'est ce genre de comportement que nous ne voulons pas. Si sa famille existe, si son père existe, allez vous référer à son papa, vous posez le problème à son papa. Et ça peut s'arranger. Ça, une femme vous offre une chemise, vous allez vous balader, elle va vous appeler. C'est pas parce que j'ai offert ça que tu vas aller traîner avec les jeunes filles. Non, mais pas trop. Non, mais c'est pas les femmes sont comme ça, c'est récurrent. Pourquoi c'est récurrent? Vous vous baladez avec la motricité à tel niveau. Non, chez les hommes, c'est récurrent. On a vu des gardes déshabiller des filles ici, là, parce que la fille leur a dit non. Enlève les chaussures que tu as, enlève la montre que tu as, enlève les habits que tu as, parce que c'est moi qui te les ai achetés. C'est minime. Plus les femmes, c'est minime. Ah, mais c'est faux. Ok, autre message, Megui. Au lieu de casser, il serait mieux qu'elle se batte pour remettre l'argent équivalent à cette maison. Mais franchement, ce monsieur est un parvenu. Selon moi, c'est Jonas. Elle ne remet rien du tout. Non, si elle remet, ça veut dire qu'on va la faire le divorce. On ne veut pas le divorce. Elle ne remet rien du tout. On ne va pas faire le divorce. Elle ne remet rien. Je te fais 4 enfants. Elle supporte son mari comme ça. Elle supporte son mari comme ça. Aujourd'hui, tu vois une femme qui a un enfant, 2, après tu dis que non, je n'accouche plus. Je te fais jusqu'à 4 enfants. Tu construis la maison de mes parents, tu me fais le chantage. Non bouger. Bonjour à vous, il y a des familles qui font le commerce avec leurs filles. Paco, depuis Cité des Paliers. Non, on ne le nie pas et c'est mauvais. C'est mauvais. Et puis moi je sais qu'on a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Vraiment, le nouveau village, le vrai village d'une femme, c'est chez son mari. C'est pas pour construire les maisons là où elle est née. Elle n'a plus rien à faire là-bas. Moi, j'ai pas d'obligation à faire une case dans ma belle famille. Pourquoi moi, je pense que si je peux le faire, bon, je le fais. Bon, maintenant, la collaboration. Arrêtons cette hypocrisie. Non, la femme, c'est là où elle va. Arrêtons cette hypocrisie. Jamais vous n'allez empêcher une femme, parce qu'elle est mariée, de ne plus avoir de l'affection pour sa famille. On l'a jamais dit. Voilà. Donc ça, franchement, si vous vous comportez comme ça, ne soyez pas surpris que vous appreniez qu'après, dans votre dos, votre femme a fait des choses à sa famille. Parce que si une femme a la possibilité... Ce serait malsain, parce que ça veut dire qu'elle a bien compris l'essence du mariage. Non, mais le fait qu'elle appartienne à la famille de son mari n'exclut pas qu'on peut lui faire des choses à sa famille. Non, c'est ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ça ne doit pas être systématisé, madame. Il a dit, on n'a jamais dit. Ça peut arriver de temps en temps. On a dit dès le départ que ce n'est pas obligatoire. Bon, on va souligner que ce n'est pas obligatoire. Mais vous ne pouvez pas dire que parce que la femme mariée appartient désormais à la famille de son mari, il serait hors de question qu'on construise une maison. C'est ça le principe à la base. Le principe de base, même chez Dieu, chez les hommes, c'est que la femme va construire ailleurs. Va construire ailleurs. On ne quitte pas le lieu. Tu restes l'enfant de tes parents, mariés ou pas mariés. Donc je suis désolée, si mes parents sont dans le besoin, je n'ai pas de problème avec ma belle famille, mais s'ils sont dans le besoin et que j'ai la possibilité de les aider, leur construire une maison, je le ferai. Si vous permettez une seconde. Oui, non, justement, c'est ce genre de comportement qui apporte des troubles. Pourquoi? Dans la famille, parce que si vous ne mettez pas en exergue que c'est votre mari qui a l'obligation d'être à côté de votre maman,
vous faites tout faux. Mais lui, quand il dit, Non, qu'on n'a pas construit la maison, la belle famille, pourquoi? Oui, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais si on doit le payer, il dit que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Simplement, Megui, il dit que c'est pas la normal. femme n'hérite pas dans la concession de son père. Ça n'a rien à voir. S'il te plaît, permets-moi, la femme On ne vous coupe pas les biens. On évitera. Une famille normale va éviter ceci. Ne sortez pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je finis. La femme n'hérite pas. Ce que ça m'a dit. Il a été clair. Chez ses parents. Mais la femme n'hérite pas chez ses parents. Lorsque la femme vient ouvrir la bouche, les garçons lui disent, madame va crier chez son mari. On a vu, Megui, des femmes dont les maris ont construit des immeubles sur les terrains familiales et lorsque les parents sont décédés, elle est venue récupérer comme étant un bien personnel. Non, ce n'est pas la femme. Et qui vous a dit que la femme n'hérite pas chez ses parents? La femme hérite chez ses parents. La femme hérite chez ses parents. C'est là où le droit est donc venu saccager les mariages. Comme le nouveau code pénal. Non. Le nouveau on va sortir de ce sujet, on va y revenir. Mesdames, messieurs. La femme reste un enfant à part entière de ses parents. Elle hérite chez ses parents. Ok, madame, donnez-nous quelques derniers messages sur le sujet. Pour voir ce que les téléspectateurs en pensent. Ben voilà. Donc, précisément, à propos... Non, alors, ça c'est pour le sujet d'hier. Moi, je trouve que la femme est à l'origine de ce chantage, car... arrêtez de nous appeler, s'il vous plaît, car je me dis qu'elle s'est mise à se comporter mal après la construction de cette maison. C'est Christian Moustapha depuis Yaoundé. Mais qu'est-ce que les parents ont à y voir? C'est un cadeau aux parents, qu'ils s'en tiennent aux problèmes avec... les parents, c'est la femme qui le gagne. Ah bon? Et donc, parce qu'il a construit la maison à ses parents, même si elle est fâchée, elle ne doit plus parler, c'est ça? Moi, je pense que la femme qui a la grâce et la chance de trouver un mari doit se dire vraiment qu'elle va mettre tout ce qui est en sa possession pour le bien de la famille qu'elle va épouser. Il me semble que c'est ce qui a été institué par Dieu lui-même. Donc, vraiment, la femme doit aimer son mari comme son mari aime Dieu. Tout à fait. Votre mari et votre belle famille, vous aimez votre mari un comme tout votre petit mari peu aime au détriment même de votre famille. Donc, s'il vous plaît. Je dis arrêtez cette un tout petit peu au détriment. C'est de l'hypocrisie. Tes parents restent tes parents. On n'a pas dit non. Voilà. Mais s'il y a une échelle des valeurs, c'est-à-dire qu'en termes d'importance, je crois que qu'est-ce qui passe avant? Non, écoutez, c'est sa belle famille. Même l'amour pour la belle famille est conditionné par le comportement de la belle famille envers vous. Non. Je dis oui. Non, ça veut dire si vous avez une belle famille qui vous rejette, je suis désolée parce que c'est des cas parfois, qui vous rejette, ou des gens ne sont pas gentils envers vous, même votre enfant. Mais Guy, là, on est déjà dans l'extraordinaire. Restons dans la norme. On est déjà dans la normale. La norme prévoit quoi? Et je dis, la norme prévoit quoi? La norme selon qui? Selon vous, les hommes? Non, il y a une norme en toute chose. Selon Dieu. Selon Dieu, je dis jamais. Je dis, arrêtons cette hypocrisie. C'est la négation de la norme. Je dis, arrêtons l'hypocrisie. Jamais je n'aimerais d'autres parents par rapport à mes parents. C'est normal, c'est naturel. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas la norme. Non, j'aime ma belle famille, mais mes parents restent mes parents. C'est un amour filial qui est là, c'est comme ça. Vous êtes hors norme. Non, c'est la norme. C'est un amour filial. C'est un amour filial. C'est comme si vous demandez à une femme de ne pas aimer ses enfants. À ce moment, le père peut dire... Ne soyons pas hypocrites. On vous demande d'aimer encore plus votre mari et la famille de votre mari. On n'a pas dit non. J'aime mon mari, j'aime ma belle famille, mais plus que votre famille. Laissez l'hypocrisie. J'aime mes parents, beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, on a compris. Merci beaucoup de rester avec nous. Mesdames et messieurs, on prend donc la colère de Charles Hamel tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des multiples programmes de lutte contre les fléaux existants dans ce pays. ANIF 2005, CONAC 2006, CONSUPE créé en 2004, Chambre des comptes de la Cour suprême 2003, le Programme national de bonne gouvernance, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives et le Tribunal criminel spécial en 2011. Que penser alors de l'initiative STAR de la Banque mondiale
avec ses multiples commissions rogatoires, souvent annoncées à grand renfort médiatique, mais toujours confusionnelles dans leurs résultats. Que penser de la Convention des Nations Unies contre la corruption, appelée Convention de Mérida, entrée en vigueur le 29 septembre 2003 et signée le 10 décembre 2003 à Mérida au Mexique par le Cameroun et ratifiée le 6 février 2006. N'oublions pas l'installation en 2015 à l'Assemblée nationale des députés rapporteurs spéciaux institués par la loi portant régime financier de l'État de 2007, dont le rôle est d'effectuer des contrôles inopinés sur pièces et sur place auprès des gestionnaires des fonds publics. Que de méthodes et de mécanismes pour lutter contre les fléaux. Que penser de l'article 66 de la Constitution du 2 juin 1972, modifié par les lois de révision du 19 janvier 1996 et du 14 avril 2008, et de la commission en charge de la déclaration des biens, créée en avril 2006, et qui, curieusement, jusqu'à ce jour, n'a toujours pas de membres nommés. Qui fait quoi entre le contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes? Qui fait quoi entre la NIF et la CONAC? Qui fait quoi entre le programme de bonne gouvernance et le tribunal criminel spécial? À quoi sert cette pléthore d'organismes? Car jusqu'ici, les efforts juridiques du gouvernement tardent à éradiquer le mal, et tant la corruption reste un fléau qui entrave le développement du Cameroun. Quel est à proprement parler leur pouvoir dans ce pays? Peut-on y déceler à travers la réaction de ces multiples structures une réelle volonté des pouvoirs publics d'assainir des règles tout autour de la fortune publique? Point d'interrogation. Peut-on voir en leur création une nette avancée par rapport à l'existence des comités ad hoc au Premier ministère, l'observatoire lié à ce comité et les cellules existant dans les ministères, toujours pour lutter contre la corruption? Comment comprendre l'hyperconcentration des pouvoirs présidentiels et celle des magistrats malgré l'existence de ces structures? Et il aura fallu que le chef de l'État se prononce pour qu'on arrête les poursuites contre les leaders anglophones, par exemple. Peut-on avoir résolument évolué dans la lutte contre les divers maux dans ce pays? Comment comprendre le flou artistique, la confusion créée, le désordre ou l'inflation instaurée autour de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite par ces multiples structures sur le terrain? Comment comprendre les résultats plus que souvent contradictoires lors des rapports émis après l'ensemble des missions d'inspection conjointes CONSUP, CONAC et ANIF, trois structures rattachées à la présidence de la République et donc pas indépendantes? Comment peut-on rattacher une structure comme l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, au ministère de l'économie ou au ministère des Finances, par exemple? Comment comprendre le fait que l'exécutif a concentré en lui tous les pouvoirs juridictionnels qui permettraient d'assainir en continu les pouvoirs publics? Comment comprendre le fait que le constat soit aujourd'hui très amer sur ces organismes devenus les sièges de la grande corruption, de la mauvaise gestion et même finalement des détournements des biens publics? Comment comprendre finalement le fait que la mise sur pied des structures de lutte contre les grands maux de la société se soit transformée en antre du diable où l'on manipule scandaleusement le franc CFA? Cas de la NIF, qui s'est illustré il y a quelque temps par les scandales des frais d'émission exorbitants, imputé à son directeur général en toute contradiction avec la réglementation en la matière. Rappelons-nous que l'on l'a reproché d'avoir perçu 22 millions de francs CFA, indûment d'avoir créé un cabinet privé restreint au sein de la NIF, totalement indépendant des personnels de la structure, où on excellait à ce niveau par le chantage, disait-on. Comment comprendre le traitement salarial du président de la CONAC, traitement excessif et injustifié, sans base légale ou réglementaire, en totale violation du décret portant création de la CONAC et de tous les textes relatifs à l'octroi des avantages au personnel de cette structure? 7 millions de francs sont perçus. Pourtant, d'après le décret du chef de l'État, c'est 2 millions. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique. On va commencer, Mbombok, par constater que c'est l'une des plaies du renouveau aujourd'hui, c'est-à-dire cette bacadelle de structures qui ont été créées pour faire semblant de donner le sentiment qu'on travaille et qu'on lutte contre des choses. Voilà donc, et vous l'avez si bien rappelé, il existe la Chambre des comptes, le Conseil supérieur de l'État. D'abord, donc, à mon sens, et très humblement, je pense que la CONAC et la NIF ne nous ont rien apporté, rien du tout.
La conséquence, c'est qu'un Mbobok Bengan, vous avez évoqué Charlemagne, le salaire du président de la CONAC. Et vous avez vu des journalistes talentueux dans ce pays qui ont abandonné leur poste pour aller travailler à la CONAC. Parce que là-bas, dit-on, les salaires étaient importants. Voilà donc la conséquence d'une nation qui continue, au lieu de régler le problème, de l'aggraver au jour d'aujourd'hui, Mbobok Bengan. Oui, Sam, vous avez prononcé le mot. C'est-à-dire que ça ne nous sert à rien. Et tout le monde le savait pertinemment, Sam. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Précisément parce que chaque fois, c'est comme la crise anglophone. On donne les solutions au chef de l'État. La corruption est là. Depuis votre congrès de l'UNC de 1980 à Bafoussam, Ahidjo avait dénoncé cette histoire-là. Et vous étiez là. 2 ans après, il vous transmet le pouvoir. Voilà les mesures qu'on devait mettre en place. Il ne le fait pas. Et le drame dans tout ça, c'est que c'est lui-même qui crée l'inertie. Comment? Il dit à la NIF, à la CONAC et à tous ces commissions que leurs rapports doivent lui être adressés. Et moi, je ne partage pas ce point de vue en disant, par exemple, qu'il n'y a pas des gens de bonne volonté dedans. Il y en a, effectivement. Et c'est pour cette raison que moi, j'apprécie Massi Gams. Il dit depuis au moins 2015, il veut les coups de franche, qu'on lui donne la possibilité d'ester en justice. Il a pris le cas du bureau de gestion. Justement, ça veut dire que la CONAC ne sert à rien. Si vous faites des recommandations, publier des rapports qui n'ont pas de possibilité d'être traduits. C'est ce qu'il a dit, effectivement, quand il a fait des enquêtes sur le fonds routier, il a fait les enquêtes sur le bureau de gestion du fret terrestre. Il dit par exemple que comment l'État peut laisser plus de 150 milliards en moins de d'être géré comme ça, il ne peut pas comprendre. Et que cet argent est dilapidé, ça va pour l'objet pour lequel on n'a pas défini. Qu'on lui donne les moyens d'ester en justice, le chef de l'État ne veut pas. L'autre chambre qui concerne la chambre de compte de la Cour suprême, même là-bas, ces magistrats travaillent véritablement. Regardez leur dernier rapport, quand ils faisaient les comptes de 2015, ils ont dit par exemple que pour un prélèvement, je pense, de 2315 milliards de fonds alloués pour le budget d'investissement, que 12% de ces fonds sont allés aux communautés urbaines d'arrondissement, 2,6% sont allés aux 360 communes, et que 85% de ces prélèvements restent au niveau du gouvernement. La Chambre de compte de la Cour suprême a proposé que ça, ce n'était pas normal. Que cette répartition doit plutôt, l'essentiel, au moins 40%, doit être alloué aux 360 communes. Ce n'est pas fait. Ces propositions sont écrites et adressées au chef de l'État qui ne le fait pas. Donc, ce n'est pas de leur faute. En fait, eux, ils font leur travail et à la présidence, puisque c'est devenu une nébuleuse à la présidence, on vous dit la présidence a fait que, la présidence a fait que, et là c'est... Et parlant justement de cette nébuleuse à la présidence, je dois rappeler que la présidence elle-même ne fait pas l'objet de contrôle systématique, parce que tous les fonds qui sont gérés relevant de la présidence de la République, de la part de l'intendance chargée des pavillons présidentiels, dont le poste est occupé par l'administrateur civil de classe exceptionnelle, M. Christophe Fouendi. Là-bas, c'est une vraie nébuleuse. Alors, personne ne sait comment tout l'argent de l'intendance de la présidence est géré. Ils rendent compte à qui? Est-ce qu'il relève aussi de la NIF, de la CONAC, de la Chambre des comptes ou encore du compte super? Personne ne sait. C'est d'une véritable opacité aujourd'hui. Conséquence. C'est pour celui qui les approche quand même. Je parle là sur le compte de professeur Messanga Nyamdi. Il le dit depuis au moins 2 ans. Il dit il y a 2 services là-bas, d'où alors 2 structures. Le cabinet civil et le secrétariat général de la présidence de la République. Apparemment, selon le professeur Messanga Nyamdi, ce sont ces 2 structures-là qui bloqueraient. Et l'intendance également, qui est un domaine très important. Je crois qu'il relève du cabinet civil. Bon, alors, il est très silencieux. Il vous dira que lui, il est caissier. On lui dit, paye au notaire facture, va payer la facture. Ce n'est pas lui qui diligente les procédures. Il est là comme le caissier. Mais Guy, la lutte contre la corruption, avez-vous le sentiment que la corruption a reculé nettement ces dernières années chez nous? Peut-être qu'elle s'est accentuée. Elle a reculé. Est-ce que vous avez la sensation que c'est perceptible, le fait que la corruption... Quels sont les indicateurs qui, selon vous, nous démontrent que la corruption a reculé? Moi, je ne pense pas qu'elle ait reculé. On dit qu'il y a plus de gens en prison pour détournement des deniers publics. Il y en a plus ou il y en a plus? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens en prison pour détournement des deniers publics. Oui, mais ça ne veut rien dire. Qu'on emprisonne des gens, voilà, ça ne veut rien dire du tout. Est-ce que, justement, ces personnes sont en prison? Déjà, l'argent qu'elles ont volé,
ne nous est pas rendue. Donc ça ne nous sert vraiment à rien qu'elle soit en prison. Le TCS aurait pu nous dire qu'aujourd'hui, au stade d'aujourd'hui, de 2011 à 2017, on a pu récupérer 3 000 milliards. Voilà, par exemple, qu'on a récupéré 3 000 milliards et que ces milliards soient réinvestis dans les caisses, je ne sais pas, pour la bonne marche de certains domaines. Alors, que peut-on faire aujourd'hui, puisque ces structures ont relativement échoué, comme on essaie de le démontrer dans cette émission? Mais ce qu'on peut faire, ils savent ce qu'on peut faire. Ils savent ce qu'on peut faire. C'est que toutes ces créations d'ANIF, de CONAC, ça ne sert à rien tant qu'au sein même de ces commissions-là, de ces organes-là, on n'arrive pas à avoir le sens de l'éthique. Il faudrait qu'il y ait un certain sens de l'éthique. Je dis, c'est un problème non seulement de mentalité. Il y a l'État qui a laissé faire beaucoup de choses. Il y a l'impunité. Il y a l'impunité, le laxisme, parce que les gens sont corrompus. Il y a une certaine impunité qui règne. Il y a des gens qui corrompent, qui sont corrompus au vu et au su de tout le monde. Et il n'y a personne pour pouvoir leur remonter les bretelles. Mais vous voulez que la corruption s'arrête comment? Quand il y a une grande inégalité au niveau des partages de richesses. La corruption ne peut pas s'arrêter. Si vous voulez que la corruption s'arrête, il faut quand même une certaine égalité au niveau des partages de richesses. Quand vous allez donner à un professeur, je ne sais pas moi, 40 000, il a un loyer à payer. Il faut qu'il se nourrisse. Il doit envoyer ses propres enfants à l'école. Il doit se vêtir, il doit se soigner. Vous vous attendez à quoi? Franchement, vous vous attendez à quoi? Il va racketter. La corruption commence au plus petit niveau. Même les enfants font de la corruption aujourd'hui. Vous allez envoyer un enfant, vous faire une commission, il va vous demander, grand frère, il n'y a rien. Ça, c'est déjà une forme de corruption. Grand frère, il n'y a rien. Donc, vous ne pouvez pas arrêter la corruption tant qu'il y a une inégalité au niveau de la redistribution des richesses. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été bien entretenu et on va dire ces inégalités que vous avez évoquées et que l'on retrouve au sommet de l'État aujourd'hui avec des pratiques vraiment peu orthodoxes au profit de nos sénateurs députés par exemple qui ont des émoluments qui dépassent franchement ce qu'on peut espérer de la part des Camerounais moyens et qui sont des élus du peuple. Vous avez au niveau des collectivités locales aujourd'hui tendance au niveau des mairies, dès qu'on est maire d'arrondissement on devient quelques mois après quelqu'un d'assez riche par des pratiques de corruption qui sont développées dans ces enceintes-là. Est-ce qu'on peut... La chèvre brûle là où elle est attachée. Ah, très bien, merci. On donne les éloges. Non, ne riez pas quand il ne faut pas rire. Moi, j'aime la CONAC parce que quand les gars là se mettent pour faire la publicité, tout de suite, tu crois qu'on va arrêter la corruption au Cameroun. Et les journalistes qui communiquent pour la CONAC, les gars là ont le lingala dans la bouche. Quand je ne pas du lingala Megui, donc les gars là ont le torpor. Et tu vois, quand un journaliste est sûr de lui dans sa peau, dans son assiette, quand il te parle de la CONAC, tu es sûr tout de suite. Tout à fait, parce qu'il y a eu, je vais t'aider un peu tendance, Benjamin Fouda Eifa, c'était un grand talent dans une radio de Yaoundé. Il avait beaucoup d'avenir dans le métier de journaliste, je vous assure. Il a été râpé par la CONAC et puis Guy Roger et on pouvait comprendre que bon, il est déjà proche de la retraite. Mais Fouda Eifa, qui était de notre génération, n'a pas compris qu'il ait choisi d'aller prendre de l'argent à la CONAC. Bon, tant mieux pour lui, on n'a rien contre. Sam, mais ça veut dire que c'est... Si la CONAC veille bien sur nous, ce qu'on ne négocie plus pour les radars en route. Ouais. Quelqu'un sait que les radars vont me frapper, mais il dit que mieux ça me frappe, je mouille la barbe et je passe. Oui, et ça ne fait rien à personne. Tu es dans un bureau, tu peux peut-être signer un dossier. La dame qui vient après toi, c'est qu'elle va passer, parler le patron ou négocier. Et son dossier va passer. Toi qui es venu faire la queue, tu dois attendre. Si la CONAC faisait bien son travail, c'est que... Charles, tu as oublié le service d'hygiène. Ou tu as mélangé dedans avant que je n'ai pas compris. Peut-être tu as mélangé dedans en gros français avant que je n'ai pas compris. Si la CONAC travaillait bien, c'est que le service d'hygiène même devait travailler bien. Il y a les bars aujourd'hui qui n'ont pas de toilettes simples. Le service d'hygiène passe, ça ne leur dit rien. Tu bois même dans un bar, tu pisses dans la rigole. Ça ne fait rien à personne. Un homme qui boit sa bière, il finit au bar, il pisse sur les poteaux électriques. Ça ne fait rien à personne. Les roues des voitures, tu gardes même ta voiture, tu viens qu'on a transformé ça en WC. Bon, c'est vrai que ça ne relève pas de la CONAC aussi. Non, ils ne vont pas tout faire en même temps. Non, ils vont faire. Pourquoi il n'y a pas les bars sans toilette? C'est ça. Non, là, ça relève du préfet. Voilà. Je les mélanger tous. C'est le même piment de tabac. À mon avis. Alors, Sam Sévérin, regardez, placez vos carrefours Bonmobi Bonakwamwa ou alors au niveau de Bonanjo, de la place du gouvernement à Bonanjo le dimanche matin.
vous allez compter en termes de véhicules d'un certain type, d'un certain montant qui circulent. Posez-vous la question de savoir comment devient-on riche au Cameroun et vous comprendrez pourquoi ces structures ne travaillent pas. Il aurait fallu qu'on parle de Félix Antoine Sama pour qu'on se demande s'il existe la NIF. Comment ces gens font pour être milliardaires, multimilliardaires au Cameroun? Comment se fait-il qu'on c'est sur les plateaux de télévision qu'on découvre avec des documents à l'appui des dépenses qui sont orchestrées par des directeurs d'entreprise? Non, pour la NIF, n'en parlons même pas parce que la CONAC essaie de faire, mais la NIF telle qu'elle est constituée, on prend des gens des administrations différentes, on les regroupe, donc ils ne peuvent pas faire du bon boulot. Bon, ça me fait en 2006, on a créé la commission en charge de la déclaration des biens. Elle n'a aucun membre jusqu'à aujourd'hui. Quel est son rôle? Nous avons au Cameroun 11 structures censées lutter contre la corruption. Mais la corruption se porte très bien. Ministère des Finances, il n'y a pas longtemps, on avait 700 personnels, fonctionnaires qu'on avait mis en débat pour la distraction de 11 milliards de francs CFA. Ça s'est passé comment? On a près de 200 millions de francs donc qu'on a distrait au niveau des impôts. On a dit qu'ils sont en Konégui. Comment peut-on parler de cela? Sam Sévérin, entre hier et ce matin, il y a un monsieur d'une importance relative dans le village de Bakobe, si vous connaissez bien Béa, dans la zone de Kondjo, qui est mort parce qu'il a plu dans son village, il a plu, et la route est dégradée, ne pouvant le transporter avec son véhicule, on l'a mis dans un pouce pour traverser, et c'est dans le pouce qu'il est mort, Sam Sévérin, parce qu'on cherchait à rallier un point. Est-ce que c'est normal? La CONAC, qu'est-ce qui se fait dans le camp? Pourquoi la CONAC ne descend pas? Pourquoi il ne travaille pas, Sam Sévérin? Trop de personnes, nous avons le fer, la norme du fer à béton, le fer à construction qui n'est pas respecté. Le fer de 6 qu'on vous présente, ce n'est pas le fer de 6, c'est le fer de 5,5 ou c'est le fer de 4. Ils vont en Chine acheter, ça entre ici dans le ministre du Commerce, la Chambre de Commerce, on laisse entrer. Les gens sont riches dans le faux dans ce pays, la NIF ne travaille pas. Donc on a trop de structures. Aujourd'hui c'est le tribunal criminel spécial qui a mis la NIF à côté, qui a mis la CONAC à côté, qui se fait prévaloir, qui mène des enquêtes, qui décide. Finalement, on est où? Voilà, très bien. Bon pour terminer. Oui. Je pense que Charles Amel a raison d'être trop en colère. Mais non, il faut entrer dans les tests qui organisent ces institutions-là. Je l'ai dit, le président de la République qui les met en place dit tous les rapports lui sont adressés. Mais pour la NIF, c'est encore... Et qu'est-ce qu'il en fait quand on lui... Voilà, pour la NIF, c'est encore plus grave parce qu'il est interdit aux journalistes, même si vous avez fait des investigations sur le compte bancaire de Mbombo Mbengan, il vous est interdit de donner le montant que vous avez découvert. Or, c'est le contraire en France. Vous avez que là-bas, on vous dit un certain ministre, Cahuzac, il est nommé ministre, on lui dit, c'est la presse qui dit que non, vous avez un compte en Suisse, vous avez un compte là. Et les magistrats s'emparent donc du dossier enquête, on le met en examen et on sait ce qui lui est arrivé. Ici, on interdit aux journalistes. Voilà, justement, on voit le rôle de la presse qui est magnifié là-bas. Ici, la presse a souvent réussi quand même à lever quelques lièvres, mais qu'est-ce qu'on en a fait de ce parce que là, soyons sérieux, on peut condamner le journaliste pour avoir dévoilé le compte bancaire de Mbombo Mbengan. Parce qu'on vous dit, il faut dire à la NIF que Mbombo Mbengan il entre souvent dans telle banque. Et nos enquêtes ont prouvé que la NIF maintenant ne viendra plus chez vous, journalistes qui voulaient les enquêtes. Il va adresser son rapport à la présidence de la République. Voilà où ça fausse. Or, pourquoi? Moi, j'inteste le chef de l'État. Donc c'est la présidence qui jugera de l'opportunité des poursuites. Parce qu'en 1987, lorsqu'il a fallu assainir, on a informatisé comment on appelle l'administration publique au Cameroun, c'est qu'on appelait l'opération Antilope, l'application nationale du traitement informatique et logistique du personnel de l'État. On avait découvert qu'il y avait, je pense, un peu mieux de 16 225 fonctionnaires fictifs. Donc, le fichier normal avec 40 200 fonctionnaires seulement. Et pourquoi on revient donc avec SIGIPES 1, SIGIPES 2? Pourquoi ne pas continuer avec cette opération? Voilà. Donc, pourquoi on cale ça? Il s'est donc trouvé qu'avec l'antilope, le lion est venu en 92, l'a mangé peut-être l'antilope. Maintenant, entre-temps, on est allé à la chasse aux baleines. Tout le monde se rappelle de ce ministre Garga Aman qui a commencé à chasser les baleines. Précisément pourquoi? Parce que dans la fonction publique, il y a une fonction qu'on appelle la réforme administrative. Et maintenant,
était ministère de la fonction publique et la réforme administrative. Et la réforme administrative, tantôt on l'envoie à la fonction publique, tantôt au contrôle supérieur de l'État. Voilà pourquoi ça bloque. Et pourquoi même rattacher la NIF au ministère des Finances? Voilà. Après, après les baleines, on est allé en l'air. Maintenant, vous parlez de l'albatros, de l'épervier. Vous savez donc comment vous avez... On est parti de la forêt avec les antilopes et les lions. On est allé dans la mer avec les baleines. Maintenant, nous sommes en l'air avec les avions. Donc, le Cameroun a les problèmes avec sa forêt, avec les oiseaux et avec les oiseaux. Merci beaucoup. Donc, une multitude et une pléiade d'entités qui ont donc été mises en place pour tenter de limiter le fléau. C'est vrai qu'on ne peut pas l'éradiquer totalement. On nous dira même dans d'autres pays un peu plus grands que le nôtre, un peu plus civilisés, il y a toujours les phénomènes de corruption et de détournement. Mais au Cameroun, sur le continent africain, nous passons pour être des grands maîtres. Le véritable laboratoire de ce phénomène de la corruption se déroule chez nous. Mais ce n'est pas tant qu'on n'a pas voulu se passer de cela, c'est que c'est quelque chose qui est entretenu à partir des cimes de notre État aujourd'hui, puisque quand vous regardez le balai des véhicules, l'autre jour même, à la place de la réunification, de la part de tous ces sénateurs, allez-y voir qu'est-ce que ça coûte l'un de ces véhicules. Alors, même le ministre de l'Éducation secondaire, dès qu'il est arrivé, regardez le type de véhicule qu'il utilise. Donc c'est une mentalité... La voiture, c'est pour une association privée. Voilà. C'est une mentalité, même lorsqu'ils se sont retrouvés ce week-end, les gens du RDPC, pour bien protéger cet ensemble de privilèges. On a bien vu les mécaniques, y compris les véhicules qu'ils vont utiliser. Même les maisons, les bâtisses qui sont faites. Allez voir les quartiers, Ngoma. Allez voir ce qui sort là-bas. Sam Séverin, c'est pas un peu... Les gens deviennent riches comment au Cameroun? Regardez, on a parlé de la question de l'exploitation illégale du bois. Plus de 1000 milliards, 8 milliards qui sont détournés. Jusque-là, les gens sont tranquilles comme des vipères rassasiés. Voilà, donc c'est un sujet intarissable. Bon, malheureusement, nous sommes obligés de mettre terme à celui-ci avant de vous retrouver pour la deuxième partie de ce programme. Voilà, il va bien falloir que ça change au Cameroun, il faut l'espérer, hein, comme dit l'artiste, malgré toutes ces choses qu'il nous impose, il faut bien se rappeler qu'il y a l'inéluctabilité même de la mort, même par tous les moyens, toutes ces personnes disparaîtront. Et il y aura l'avènement d'une nouvelle république, peut-être une troisième république au Cameroun, que certains en appellent de tous leurs voeux. La suite avec les messages, madame. Voilà, donc on a ce message à propos de la colère de Charles Armel, signé Elman de Yaoundé. La corruption est un virus héréditaire et contagieux qui vit dans le système du gouvernement camerounais, du plus haut cadre au plus bas niveau. Même la CONAC n'en est pas épargnée. Il faut une éradication complète de cette génération, sinon oublions que les choses peuvent changer. C'est vrai ça? C'est une solution radicale. Comment on peut éradiquer tout ça? Voilà. Bon, il y a l'initiative STAR mise par la Banque mondiale avec tous les multiples commissions rogatoires. Elles ont été constamment annoncées. Est-ce que ça est arrivé? La suite de message, oui. Voilà donc la suite à propos de l'histoire du jour de tendance. Les hommes sont tous hypocrites. Tu fais ton possible pour satisfaire la belle famille par devoir, c'est bon. Mais le jour où tu tentes avec ta propre famille, le mari t'avance toutes les mauvaises paroles du monde. On ne casse rien. Ils vont apprendre à faire du bien pour rien, ces hommes-là. Ils sont tous pareils. C'est un message qui vous convient bien, madame. La suite. Oh mon Dieu. Alors, je cherche un message qui vous conviendra. Non, la colère. Alors, parlons de la corruption. Où est passé l'argent cotisé pour les efforts de guerre? Les hommes forts se sont partagés, selon partagé et personne n'en parle, c'est Junior. Non, moi je ne pense pas. L'argent, la guerre, il faut savoir que la guerre coûte cher. Tout à fait. La guerre coûte cher. C'était déjà un sursaut national, c'était bon, appréciable qu'on puisse collecter la nourriture de l'argent pour nos forces de maintien de l'ordre qui sont la guerre. Mais la guerre coûte tellement cher que ça fait une partie, parce qu'on y a dépensé beaucoup d'argent qu'on se retrouve également aujourd'hui au FMI. C'est pour cette raison que nous disons à ceux qui nous gouvernent que laisser la corruption. Voilà. Déjà, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que c'est bien qu'on nous dise que la guerre coûte cher, mais on n'a même pas besoin aujourd'hui de venir ponctionner l'argent des plus pauvres Camerounais. On pouvait commencer par vendre tous les véhicules 4x4 qui sont dans les parkings de tout cela. Aujourd'hui,
pour trouver de l'argent, pour parler de l'effort de guerre. Et puis, même s'il y a eu effort de guerre, le peuple camerounais a besoin de connaître l'utilisation qui a été faite de ces fonds-là. C'est ça le problème, on ne nous rend jamais compte de carburant, en nutrition, on ne rend compte, on ne fait le bilan qu'après la guerre. On pourrait vous dire, puisque cet argent collecté, ces biens étaient par des autorités administratives des localités. Donc je pense que faire ce bilan n'est pas compliqué. Très bien. La suite. Voilà donc Abbé Maurice depuis Douala Bondis. J'aimerais dire que la corruption, la mauvaise gouvernance et bien d'autres sont les branches d'un tronc d'arbre qu'est la démocratie. Alors l'heure est à la réforme et on doit commencer à la base pour atteindre le sommet. La base, c'est la déclaration des biens, justement. Voilà, la déclaration des biens. Et comment donc contraindre les peuples africains qui ne veulent pas aller à cette déclaration, à l'observance de ces principes démocratiques? Est-ce que la communauté internationale ne peut pas mettre des mécanismes de coercition en place pour que tous ces principes-là soient respectés de façon contraignante par nos dirigeants? Non, non, ce n'est pas possible, Sam. Il faut seulement que les peuples se disent que Mbombo Mbengue, qui nous dirige depuis 10 ans, il nous promettait ça, il ne peut pas. Aujourd'hui, on le met en débat, on vote contre lui. Mais on ne pourra pas voter contre vous, monsieur, si vous avez confisqué le calendrier électoral, si vous faites tout pour asseoir un système de fraude qui ne permettra jamais qu'on puisse vous remplacer. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, non, on accepte donc de mourir. C'est-à-dire qu'on descend dans la rue, on accepte de mourir. On se dit non, c'est Mbombo à qui on croyait, il nous commence aujourd'hui. Donc là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on descend dans la rue et tout. Très bien. Voilà, le bien-être des pauvres Camerounais n'est pas leur souci. Ils ont signé un pacte peut-être avec le diable, car le Cameroun a un problème de mentalité et d'égoïsme des commis de l'État. Alors, la corruption s'est plutôt accentuée. Aucun système de contrôle n'y peut rien. C'est ancré dans nos mentalités et dans celles de tous ceux qui font semblant de vouloir l'éradiquer. Seul espoir, 4e République. Gano à Douala. Moi aussi, alors, ce sera la 3e ou la 4e La 3e, c'est la 3e. La 3e République, voilà, très bien. Alors, celle imaginée par Oumniobé et tous les autres. Monseigneur Ndogmo, oui. Et Paco, depuis la Cité des Palmiers, qui nous dit la corruption ne peut pas s'arrêter car la mentalité camerounaise ne le permet pas. Je pense que si la NIF a fait suffisamment enquêter sur l'extrême richesse de certains individus et qu'on avait rendu public les moyens, les méthodes par lesquelles ces individus ils sont arrivés, je vous assure, beaucoup de choses allaient changer dans ce pays. Moi, je pense que la NIF en a fait. Parce que moi, je vous cite là l'interview de Tutu Tezoa. Quand il démissionne du gouvernement, dimanche le 20 mai 1997, la première interview qu'il accorde, c'était à la Nouvelle Expression. Il a dit quelque chose de fondamental. Il dit, le président de la République est le Camerounais le plus riche. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Donc, s'il se trouve que la NIF s'est rendu compte que c'est lui le plus riche, et vous allez donc vous rendre compte qu'il y aurait des problèmes pour qu'on mette en place une commission de déclaration des biens. Très bien, difficile d'éradiquer la corruption au Cameroun, d'après un de nos téléspectateurs. On va prendre congé de cette rubrique, le temps de prendre à présent la revue des réseaux sociaux avec vous, toujours, madame. Voilà, merci Sam Sévérin. On va donc parler du comité de normalisation avec le président Dieudonné Api, président de ce comité-là, qui travaille depuis et a formé nouvellement 4 commissions. Donc, commission chargée du processus de révision des textes de la FECAFOOT, composée d'un président, d'un rapporteur et de 5 membres. On va essayer de ne pas citer les membres parce qu'il y en a tellement et c'est justement là le problème, parce que les internautes se demandent alors, pour ce comité de normalisation, après des premières nominations qui ont été faites, on avait Martin Kamumim, Thierry Ngonga entre autres, on a ces nouvelles commissions, 4 au total, qui ont plus de pratiquement 20 membres. On se demande donc alors, pour ce comité de normalisation, pourquoi autant de membres? Et il se pose également la qualité des membres qui sont nommés dans ces différentes commissions. En petite précision, d'abord, les 2 noms que vous avez évoqués, qui sont des journalistes de la place, avaient été désignés plutôt dans le comité d'organisation de la Coupe des Nations 2019. Oui, les premières nominations. Voilà, les toutes premières. Bon, disons, c'était des propositions qui ont été faites donc par
Monsieur Maître Dieudonné Api. Et c'est à ce niveau qu'on a d'abord fait le constat qu'il n'a rien compris à sa mission. Hein, pardonnez-moi, parce que il sait très bien qu'il n'est pas là pour organiser la CAN. Donc forcément, sa mission essentielle sera de réviser le code électoral à la fédération et programmer une nouvelle élection. Les commissions, il y a la commission chargée du processus de révision des textes de la FECAFOOT, il y a la commission chargée du processus électoral de la FECAFOOT, il y a la commission chargée de l'amélioration du fonctionnement de la FECAFOOT et enfin la 4e et dernière commission qui est chargée de l'amélioration du fonctionnement de la FECAFOOT. Très bien. Bon, Charles Amel Bachou, on va donc lui demander encore de continuer les nominations, qu'il nomme le team presse de l'équipe nationale de football, qu'il désigne aussi le nouveau sélectionneur ou bien le team manager, qu'il nomme les attachés de presse de toutes les sélections, qu'il nomme même les sélectionneurs adjoints de l'ensemble des sélections nationales Fagnon, qu'il gère la FECAFOOT, puisqu'il semble être très très bien dans cette peau-là, dirigeant de la FECAFOOT. Le diable, le mensonge n'a pas de longues jambes, et le diable se trompe toujours au nom de Jésus, comme parlent certains de nos religieux. Pour dire Sam Sévérin que l'arrivée, la normalisation, le job description à lui donné par la FIFA ne portait pas sur le réaménagement des équipes installées et présentes. Première mauvaise action, c'est la COCAN, Comité d'organisation 2019. Nous avons 16 commissions avec 10 membres, ce qui fait 160. Ces yeux de normalisateurs n'ont pas vu là-bas, où ils pouvaient essayer de diminuer. En termes d'yeux de normalisateur, il a vu qu'il fallait plutôt rajouter et enlever. Il a joué son jeu. On a vu, on a laissé tomber. Disons que c'est bidon. Il a décidé, il a décidé, Sam Sévérin, allons-y. Il a décidé, Sam Sévérin, de procéder à notre nettoyage au sein de la FECAFOOT. Désormais, ce n'est plus le secrétariat qui gère, ça passe directement. Oui, Sam Sévérin, on a accepté. Aujourd'hui, c'est là qu'il crée les commissions, 4 commissions de 27 membres. Pour un budget de combien? Pris où? Pour faire quoi? Jusqu'aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'ils nous disent que, ok, voici les textes à problème à la FECAFOOT. Voici dans le processus électoral ce qui a fauté. Nous allons nous y atteler. Nous ouvrons les bras à toute personne susceptible de pouvoir nous apporter. Comment sont faites les consultations? Sam Sévérin, je vais vous dire quelque chose avec sincérité. Je vois mal. Il n'a pas le niveau pour l'attache. Voilà. Très bien. Alors, Mbamba Mengane, on peut le dire, on peut commencer à regretter le choix porté sur cet avocat que moi je ne connaissais pas personnellement. Hein. On nous a dit que c'est un des avocats de M. Eto'o. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je commence à être inquiet. Or, je le connais depuis 92. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne cache pas ma casquette d'être un citoyen engagé pour la réforme politique de ce pays. C'est d'ailleurs lui que dans tout le Grand Nord, il avait dirigé la campagne de Froundi, il ne faut pas le nier, de l'Union pour le changement, mais sans être militant d'un parti. Là, on avait apprécié l'engagement d'un citoyen, tout comme Cabral aujourd'hui. Alors, comment ne peut-il pas être en mesure de lire le cahier de charge, de comprendre ce qu'on lui a demandé? De mon point de vue, en dehors de la COCAN dont vous faites allusion, comment il peut oser nommer un secrétaire général de la FECAFOOT qui est un ancien directeur de cabinet de John Bengeninde? Monsieur Martin Etongue, justement. Voilà, John Bengeninde, qui est fait partie prenante du problème. Du conflit. Alors que, après la rencontre de Conakry avec la FIFA, la CAN et les membres camerounais, il était dit, ils ont convenu que ceux qui sont partie prenante du conflit n'entre pas au conflit. Donc justement, le cas de Blaise Moussa n'était pas un problème. Moi, ça me posait. C'était un administrateur civil qu'on a choisi pour être secrétaire général. Tout à fait. Monsieur Moussa n'a jamais dit qu'il sera candidat, comme l'avait fait Monsieur Tombi à l'époque. Donc, on pouvait conserver ce secrétaire général à la fédération. Mais plutôt les gens comme les Laurence Fosso qui sont à la communication et qui sont dans le clan de Joseph Ouna jusqu'à Tombi Aroko. Elle est toujours là. Elle n'a pas été remplacée. Donc, je crois que ce monsieur, il prend un peu les Camerounais pour... Voilà, moi, je laisse au reste au niveau du secrétaire général. Oui. Martin Etongue, ancien directeur du cabinet de John Bengeninde, il ne devait pas être là. Maintenant, pour les commissions, d'accord, il a d'abord dit, je pense il y a 2 semaines, il demande à tout le monde, par des adresses, de donner leur contribution. Moi, j'ai pensé qu'il était judicieux de sa part, parce que même son vice-président est avocat, de recevoir toute cette, comment je vais dire, ces contributions-là de ce qu'il a donné, plus les décisions de justice. Parce que lorsqu'on est allé
au comité national olympique, plus au tribunal arbitral de sport, il y a quand même des arguments qui ont amené à l'invalidation de la Bon, même à ce niveau-là, c'était de l'incompétence. Non, le travail n'est pas compliqué, il n'a pas besoin de demander à l'ensemble des Camerounais. On l'a choisi parce qu'on pense qu'il peut faire le job. C'est pour ça que je vous dis donc que, s'inspirant de cette décision de justice, que ce soit du camp Abdourahmane, de ce que le professeur Joseph Ona faisait, ainsi de suite, il s'inspire, il s'asselle à 5. Ils pondent donc une mouture qui leur semble être bien et maintenant proposer à ces patrons qui sont la FIFA et M. Bidouba et la CAF et maintenant Bidouba pour voir est-ce que c'est ci, c'est ça. Maintenant, et pour faire sur ces commissions-là, devait venir après peut-être mettre une commission électorale en plus pour voir au niveau des départements, des régions comment ça va se faire. Donc ils restent là, ils créent des commissions. Et ils vont gérer la FECAFOOT, comme vous dites. FECAFOOT. Oui, tendance. L'affaire de la FECAFOOT, si les têtes vont tomber, j'ai vu sur les réseaux sociaux comment on a... Je ne sais même pas comment les Camerounais aiment insulter les autres. On a rincé Thierry Ngonga, qui n'a pas le niveau. C'est les réseaux sociaux. Que même sur les plateaux, donc même des émissions qu'il a pu faire, c'est des émissions non-name. C'est ce qu'on a dit, papa. Ne me tape pas dans la rue, pardon. Non, lui-même, il l'a lu. Les gens, j'espère que lui-même, il lit. Maintenant, on dit que c'est non-name, ce qui raconte, des choses qui racontent n'ont pas de sens. De deux, pour Martin Kamimu, qui est un grand frère que je respecte bien, qui s'y connaît en sport en bon français. Alors, je ne l'insulte pas parce qu'on n'insulte pas les handicapés. Les gens disent qu'en principe, on devait nommer les gens qui peuvent courir, marcher. Je ne suis pas d'accord. Du côté où vous avez dit dans le comité d'organisation. Dans le comité d'organisation, on a dit qu'il fallait une personne qui pouvait même marcher et courir, mais non. Je ne suis pas d'accord. Ils ont fait le choix. Je respecte le choix de notre avocat. Et dire aux Camerounais d'arrêter un peu avec le mop. La bouche qui parle trop détruit. Et quand vous parlez, vous insultez, ça m'énerve. Laissez l'avocat, il a été... On a voté, il a réussi. Ce n'est pas le jeu. Très bien. On l'a nommé. Non, on l'a nommé. On va revenir à l'objet de sa nomination. Je vais encore me renseigner bien. Alors, Megui, aujourd'hui, donc, maître Dieudonné Api et compagnie n'ont pas compris que les gens qui les ont désignés en choisissant d'abord de mettre en place une équipe réduite, c'est parce qu'on ne voulait pas un trop plein de monde. Voilà. Donc, lui fait précisément le contraire en se mettant à l'écart, en marge du signal qui a été donné par la FIFA, dit ce boulot n'est pas compliqué, vous êtes 4-5 personnes, vous pouvez y arriver. Maintenant, il arrive, il commence à faire... Vous savez pas si tu as fait... Vraiment, moi, ça me révolte parce que on ne sortira jamais de situations comme celle-là au Cameroun. On va choisir des gens, on commence à applaudir. Maintenant, aujourd'hui, on est obligé de commencer à regretter. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai quand même que vu le nombre de personnes qui constituent finalement ce comité de normalisation pose un problème. On se demande bien pourquoi autant de monde alors que je pense que Maître Dieudonné Api, c'est déjà un avocat. Un très bon avocat, voilà, donc justement service également et avocate, donc je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde. Peut-être qu'ils ont leur raison, je ne voudrais pas juger parce que je ne suis pas la personne la mieux placée pour le faire, et je dis, on leur accorde le bénéfice du doute, on va voir ce que ça donne. Et à la tête de chaque commission, Charles Hamel, c'est chacun des membres de ce comité de normalisation qui prend la tête de la commission pour se faire entourer, peut-être pour dire que bon, nous-mêmes on ne comprend rien, il faut qu'on se fasse entourer par des gens. Sam Sévérin, je pense que contrairement à ce que les gens pensent, je doute fort qu'un handicap ait empêché quelqu'un de pouvoir mener à bien des fonctions. Donc, revenons au sujet, vraiment. Non, je reviens au sujet pour préciser que ceux qui pensent véritablement pensent citer vraiment des gens qui brillent par leur talent. Ça, à ce niveau, il faut le préciser. Pour dire Sam Sévérin que l'une des principales missions qui m'avait intéressé dans cette affaire, c'était l'élaboration avec toutes les parties prenantes de l'ensemble des statuts des ligues régionales pour reconstituer le corps électoral. Voilà. Identifier les délégués de l'Assemblée générale. On n'a pas besoin de 27 membres pour pouvoir faire ce travail et repenser Sam Sévérin. J'estime que nous sommes en train de retomber dans un répétit abysse avec l'affaire de Joseph Ouona. On va se retrouver dedans, forcément à l'intérieur, où nous avons d'un côté la mainmise du gouvernement, c'est-à-dire du ministère du Sport, qui, à travers des tractations très insidieuses et obscures, essaye de manipuler à gauche et à droite pour l'orientation.
Nous avons un maître qui est là, peut-être on a mis les maîtres de Donapi, mais au fond, lui aussi, il reçoit, entre guillemets, d'autres instructions par rapport à la nouvelle recomposition. Parce que Sam Sévérin, celui qui, le comité qu'on va élire, le bureau exécutif qu'on va élire d'Africa Foot, va revenir rebalayer et reconstituer. Nous irons encore dans les reconstitutions des reconstitutions. Ce n'est pas ce pourquoi on l'a affecté là. On n'a pas demandé de normaliser les hommes. On a demandé de normaliser les textes. C'est ça, merci beaucoup. Et sachant que si nous n'avons pas la possibilité d'avoir une nouvelle FECA Foot d'ici à un délai de 5 mois, parce qu'on a déjà perdu un mois, eh bien il faut oublier la CAN, parce que la CAF ne vous accordera jamais la CAN si vous n'avez pas l'organe technique disponible et prêt à assumer cette responsabilité-là. Donc, ceux qui font tout et n'importe quoi pour nous ralentir, très bien, c'est encore peut-être un complot contre le Cameroun qui est en train de se dessiner. Malheureusement, on est obligé de le constater. Deuxième information, Mehdi. Voilà, donc on va parler à nouveau de la crise anglophone. Cette fois, c'est Amnesty International qui s'invite sur la scène en déclarant donc que le 1er octobre 2017, il y aurait eu plus de 17 morts au cours des échanges, en fait, au cours des problèmes là-bas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc 17 morts, dont 2 Nigérians, selon Amnesty International. C'est des responsables officiels qui ont requis l'anonymat, qui l'ont confirmé à l'AFP. Voilà. Voilà, confusion des chiffres. Bon, la guerre des chiffres, effectivement. Bon, on parle d'une vingtaine de morts quand même hein, pour Amnesty International. Et, quelle est la thèse qui semble être la plus plausible d'après vous? Certaines sources évoquent 32 morts. Voilà, c'est ça, parce qu'on a reçu des témoignages jusqu'à ce matin de gens qui pensent que la vingtaine de morts même qui est évoquée n'est pas, qu'il y en a, un peu comme lors de la catastrophe des ECA. Oui, tout à fait ça. Moi, je suis proche de la thèse développée par Amnesty International que de la thèse développée par le gouvernement. Des sources officielles parlent quelquefois de 3 ou de 5 morts seulement. Donc, moi, je m'approche. Pourquoi? Pour la simple raison que Amnesty International... Est-ce qu'ils étaient sur le terrain, Amnesty International? Ils sont représentés par beaucoup d'ONG ici, de défense des droits de l'homme ici. Vous avez le REDAC, vous avez beaucoup d'associations ici, surtout là-bas. Également, ils ont, comment je vais dire ça, des sources, parce qu'ils infiltrent aussi certains milieux. Ils infiltrent, ils ne diffusent pas des informations comme ça. Et c'est là où j'interpellais encore le gouvernement, notamment les 2 gouverneurs des 2 régions. C'est-à-dire, d'abord le gouvernement en premier, parce que selon les principes de la défense, on parlait de l'unicité de la défense, dont l'armée obéit à un seul chef. S'il est établi que c'est le chef de l'État qui est le chef suprême des armées, il faudrait qu'il demande aux forces de maintien de l'ordre d'utiliser au moins les balles en caoutchouc, qu'on n'utilise pas les balles réelles, ce n'est pas bon. Donc c'est là parce qu'on ne va pas à la chasse là. Ben, c'est même pour la chasse, il y a certaines qualités d'animaux qu'on vous interdit aujourd'hui de tuer. Vous n'allez pas tuer les lions, les éléphants comme vous voulez, ni les chimpanzés. Donc si on protège les animaux, à plus forte raison les hommes. Donc on demande aux forces de maintien de l'ordre d'utiliser les balles en caoutchouc et peut-être les gaz lacrymogènes si ils sont débordés par les manifestants. Donc voilà le problème. Mais il y aura toujours guerre de chiffres. Vous voyez même en France, oui, à un match, on vous dit, selon la police, il y a eu 10 000. Mais selon les organisateurs, c'était 300 000. Donc, on ne sortira jamais de... Mais il ne faut pas travestir les faits. Bon, d'abord, tendance, hein, parce que c'est important de s'accorder sur le nombre de victimes qui tombent. Parce qu'il ne faut pas banaliser la mort. Hein. S'il y a eu 10, 15 morts, qu'on dise qu'il y a eu bel et bien 15 ou 20 morts. Vraiment. Donc, c'est de la mort qu'on parle voilà, en blaguant comme ça. Quand on meurt, on revient quand? Vous avez là qui mourir et revenir. En dehors du revenant qu'on avait menti en Dokoti. Qui est revenu manger le gâteau Kumba avec le jus. En dehors de lui qu'on a fait, on a menti là. Vous avez vu qui mourit et revenir. Donc aujourd'hui, on parle des morts, 17 morts, 25 morts en riant. Pardon. Et les gens qui se cachent derrière pour prendre les images des autres pays. Pour faire tout, comme c'était tous les images de manipulation. Faites attention, pardon. Nous, on a dit qu'on veut la paix dans ces pays. Et vous, le nom de ça, c'est quoi que je ne peux pas prononcer? Amnesty International. Amnesty. Amnesty. Mais Guy prononce, je continue. Amnesty. Oui, mais Guy a prononcé votre nom, je continue. Quand vous voulez mener vos enquêtes, menez bien. Ne venez plus, on ne veut plus les mots de tête dans le pays. Si c'est un pays de paix. Tendance. Parce qu'on va venir là dire 30 morts, 45 morts, vous allez rendre encore les gens rebelles alors que nos amis, nos frères, nos parents, nos mamans sont là, calmes de ce côté. Donc on ne veut plus les problèmes. Charles Hamel, est-ce que le fait d'avoir barricadé l'entrée de ces 2 régions à l'ensemble des journalistes de l'agence France Presse, Reuters
de la presse internationale, y compris certaines radios et télévisions camerounaises, y compris même Equinox, parce qu'on a laissé le soin à la seule CRTV, je ne sais pas trop, avec une autre chaîne de la place, de couvrir les opérations sur le théâtre des opérations, si je peux me répéter, ça peut ajouter à cette confusion. C'est pour ça qu'on n'a pas la réalité des chiffres. Pour vous reconforter dans votre idée, depuis quelques jours, depuis le 1er octobre, il n'y a qu'en répétition sur la chaîne nationale, sans toutefois publicité, de dire qu'on ne présente que deux types de choses. Les élèves qui vont tranquillement à l'école et les images d'archives d'un défilé qui s'est passé, même si on voit quelques images qui sont montées. Donc pour dire Sam Sévérin qu'on évite de poser cette question. Et n'oubliez pas... C'est une communication en temps de crise. Non, n'oubliez pas. Non, okay. Sam Sévérin, il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. On ne peut pas travestir la vérité. N'oublions pas qu'à côté de ceci, la guerre des chiffres a ceci de particulier que nous avons la Cour pénale internationale qui guette et nous avons les droits de l'homme aussi qui ne sont pas loin. Lorsqu'on va vous faire le calcul, ce n'est pas aux organismes internationaux de venir faire le compte rendu de nos morts et tout. D'octobre 2016 à octobre 2017, il y a eu des morts. Je pense que c'est au gouvernement de faire le bilan. C'est au gouvernement. On a quand même été, tous les Camerounais ont été surpris de voir le ministre de la Communication dire qu'à l'époque, il ne pensait pas qu'il y avait un problème. Il aurait fallu que... Non, c'est grave quand même de tels propos de le dire, Sam Sévérin. Donc pour dire qu'il est temps que ce soit eux, même s'il faudrait que cela soit contesté, qu'on essaie de faire l'évaluation. Comme on a dit, Boko Haram a fait 1200 morts. Ils ont rendu plus de 1200 morts. Là, maintenant, il y a des batailles avec les ONG, mais au moins que cela vienne déjà de la part du gouvernement. Aujourd'hui, il faut dire que c'est Amnesty International qui se lève, qui déclenche. Et vous allez voir bientôt, on aura un point de presse. C'est en ce moment que les chiffres vont commencer à sortir. Là, et le point de presse a eu lieu même hier. Je crois que le ministre de la Communication a donné son opinion. Alors, on sort avec vous, Meggy. Et oui, moi, je vais dire que c'est... il faudrait quand même qu'Amnesty International, même s'ils sont en train peut-être de faire leur travail, se rendre compte qu'effectivement on est en temps de crise et qu'il y a peut-être il serait mieux qu'il y ait une certaine façon de procéder pour ne pas envenimer les choses, parce que selon les internautes... Vous voulez que Amnesty se soucie du Cameroun, que le Cameroun est en crise et ne pas publier les bonnes informations, c'est ça? Les bonnes informations sont lesquelles, puisqu'elles sont remises en cause? Non, c'est une ONG sérieuse qui a ses méthodes de travail, voilà. Donc vous le savez. Je dis, les bonnes informations sont lesquelles, puisque déjà on vous parle des responsables officiels qui requièrent l'anonymat. Pourquoi est-ce qu'ils requièrent l'anonymat s'ils sont certains que ce qu'ils sont en train de dire est vrai? Très bien. Bon, donc vous demandez à Amnesty de ne pas mettre l'huile dans le feu au Cameroun. Voilà. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Sauf que Amnesty International, ce n'est pas leur rôle. Justifie. Ce n'est pas leur rôle, mais puisqu'on parle de droits de l'homme, sauvegarde de droits de l'homme, je crois que ce n'est pas seulement au niveau de ces incidents du 1er octobre. Moi, je les aurais aussi bien... Moi, je pense qu'il faut plutôt demander aux forces de l'ordre de ne pas tirer à balles réelles sur des gens aussi. Qu'on ne puisse pas parler de mort du tout. Je n'ai pas dit que j'encourage, mais je suis désolée, Sam Sévérin, je dis encore que en temps de guerre ou alors lors de conflits comme cela, on ne sait jamais, vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas là-bas. Vous n'êtes pas du côté des forces de l'ordre, vous n'êtes pas du côté de la foule. Il peut se passer des choses. On sait très bien la manipulation qui existe lors de ce genre de problème. Il peut se passer des choses que nous, ici, même sur ce plateau, nous n'avons pas, on n'a pas... On n'a pas entendu qu'il y a eu des morts côté force de l'ordre. Hein? Donc, il y a eu par exemple, jamais on entend difficilement qu'il y a eu des morts. Mais justement, c'est pour cette raison il y a des blessés. Même en cas de guerre, qu'on ne souhaite pas, il y a des conventions de Genève et tout qui fait que les journalistes, les militants des associations de droits de l'homme, le Haut Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge et le Croissant Rouge, ils doivent entrer dans les guerres avec des signes. C'est ça, pourquoi avoir fermé la porte aux journalistes? C'est ce que je suis en train de dire. Amnesty International décrit les égards des forces armées, où il décrit les égards de toutes les populations. Ça veut dire quoi? Moi, je les aurais aussi attendus quand il y a eu des explosions de bombes. Je les aurais aussi attendus quand il y a eu des incendies dans des dortoirs. Non, ils n'ont pas encore fait de rapport. Non, mais ils n'ont pas encore fait de rapport. Mais je dis, ils ont commis un communiqué qu'ils ont soumis à l'AFP. Ils n'ont pas commis de communiqué quand il y a eu des incendies dans des dortoirs pour enfants. Ils n'ont pas commis de communiqué quand il y a eu des explosions à la bombe artisanale. Ça aurait pu tuer des gens. Est-ce que c'était les forces de l'armée? Je dis,
qu'ils arrêtent un peu aussi avec la manipulation. Ils l'ont fait. Non, ils n'ont pas envoyé. Non, il faudrait quand même... Oui, nous sommes en temps de crise. Amnesty International n'a envoyé de communiqué nulle part. C'est l'agence France Presse qui est allée prendre ce que Amnesty a écrit et ce qui l'intéressait. Chaque fois qu'il y a ces problèmes... Mais ils ont déclaré, vrai ou faux? Ils auraient pu se taire. Non, je voulais vous dire qu'ils ont dénoncé l'incendie. Ils ont dénoncé, tout comme l'Amnesty International avait dénoncé les bastonnats sur les étudiants. Ils ont dénoncé l'incendie. J'ai dit oui, dans leur site. Dans leur site. Mais c'est nous qui publions ce que nous voulons. Il y a deux problèmes au Cameroun. Le premier problème qui existe, c'est le problème de transparence. Et le deuxième, le problème de communication. Vous ne voulez pas qu'on interprète, ouvrez. Voilà. Transparence. Il n'y a pas, vous n'avez pas mené des exactions. Laissez entrer les gens. Associez-les comme on a fait dans Boko Haram, avec Boko Haram, lorsqu'il fallait descendre au nord, et les Français, les journalistes, la presse française, la presse camerounaise ont été regroupés, mais dit s'il te plaît, on les a parqués, ils étaient dans les hélicoptères, ils ont survolé les zones, chacun est rentré, les rapports... J'ai regardé... Faisons très attention, J'ai regardé un reportage sur TV5 Monde où le reporter disait qu'ils étaient obligés de se cacher parce qu'on voyait des hélicoptères, parce que nous-mêmes, journalistes du Cameroun, on n'a pas la possibilité d'avoir la réalité des faits sur le terrain. Et ça, ce n'est pas bien. Moi, je dis que tout ce que je pourrais dire par rapport à cette crise, c'est que vraiment, il faut que de deux côtés, que ce soit des forces de l'État et puis les personnes qui revendiquent, que les choses s'apaisent. Parce que on a des populations, ce sont nos frères. Les personnes qui assurent l'ordre, je parle de l'armée, ce sont nos frères, ce sont également des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui ont des familles au Cameroun. Donc, un mort de l'un de côté que ce soit, ça ne fait plaisir à personne. Donc, mais vous dites donc pour vous, il n'y a pas eu de mort. Je ne dis pas. Donc pour vous, il n'y a pas de zéro mort. Ce n'est pas ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que je fais. Je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit. Dis-nous clairement. J'ai dit que Amnesty même fait de la manipulation. Pourquoi ils ne se sont pas prononcés quand il y a eu d'autres États? Non, il n'y a pas de manipulation. Ils ne se sont pas prononcés de façon ouverte. Vous n'êtes pas dans leur site. Merci beaucoup, madame. Bon, alors, est-ce que la réalisation va permettre qu'on prenne la dernière image ou bien on passe à la prochaine rubrique parce qu'on a traversé le temps de cette rubrique. Alors, c'est un coup de... Bon, voilà la dernière information. On va visionner en quelques secondes rapidement. Voilà une vidéo de Longuet Longuet qui fait désormais le buzz sur la toile véritablement. Est-ce un bon buzz? Est-ce un mauvais buzz? On vous laisse le soin donc d'en déterminer la nature. Voilà. Donc il faut dire que de plus en plus l'artiste multiplie des vidéos sur le net où il s'attaque à boulet rouge. Il tire à boulet rouge sur ses confrères artistes, notamment Fingon Tralala, Dédié Yango. Il tire sur beaucoup de monde. Il a accusé Fingon Tralala de lui avoir dérobé sa chaîne en or. Fingon Tralala qui s'est vu dans l'obligation de commettre un droit de réponse où il accuse également Longuet Longuet d'avoir volé un téléphone portable dans un restaurant à Paris. Donc beaucoup de vidéos qui, selon les internautes, n'honorent pas forcément les artistes, certains artistes camerounais, des vidéos vraiment scandaleuses comme celle que vous pouvez voir avec des jeunes filles camerounaises qui se prêtent au jeu en dénudant pratiquement leur poitrine. Longuet Longuet, un artiste qui est quand même respecté sur la scène musicale camerounaise, voilà, qui se prête à ce genre de jeu et on ne sait vraiment plus à quel sens ouvrir. Merci beaucoup, madame. J'adore le brio avec lequel vous avez exécuté cette information. De toutes les façons, je ne sais pas si on peut en placer 2 ou 3 mots, parce que vraiment, est-ce que ça mérite d'être commenté? Charles Hamel, vous n'avez rien à dire. Tendance. Bon, alors, très bien, merci. À chacun de se faire sa propre idée autour de cette image. Interpellation à présent. Ici au Cameroun, l'éducation est trop... frustre beaucoup les étudiants parce que dans le cadre éducatif, les élèves sont dispersés dans la multitude des matières. Par contre, si on pouvait faire... Dans ce pays, il faut la censure musicale, excusez-moi. Avec ce type de diffusion que fait un artiste, dont je préfère taire le nom et dont on a vu ou la déflagration, on assiste aux déflagrations tous les jours sur les réseaux sociaux. Vraiment, Sam Séverin, il faut qu'on arrive à cela. J'ai vu un enfant ce matin qui venait à l'école, il avait un sac. J'ai dit un sac, un enfant à peine 6 ans, qui transportait un sac transpirant, marchant à peine comme une grand-mère qui tire son poids. Elle m'a comme une grand-mère qui tire son poids. Tu vas où? Je vais à l'école.
Tout ce que tu as là, c'est quoi? Il y a le pain dedans, on dit non, c'est les cahiers et les livres. On nous demande de venir à l'école avec tout cela. Un enfant qui commence à faire de l'effort physique comme une grand-mère qui porte une hôte avec le manioc à l'intérieur, lorsqu'il dépose son fardeau, a-t-il deux choses? Peut-il écouter les cours? Il n'a qu'une seule envie de dormir. Voilà pourquoi nos salles de classe, on a des enfants qui arrivent le matin et dorment. N'écoutent rien comme ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui ne se réveillent que pour applaudir. Et c'est ça le résultat de cette éducation camerounaise qui est au rabais, qui a été galvaudée depuis une belle trentaine d'années aujourd'hui. Et lorsque vous avez raté l'éducation de l'enfance, eh bien on peut s'apercevoir que tout est raté par la suite. Aujourd'hui, on semble tirer le diable par la queue à ce niveau tendance. Oui, ça me dit que l'homme camerounais, quand il veut faire sa chose, il fait trop. Chez l'homme blanc même, ça ne se passe pas comme ça. Je parle parce que j'ai tant voyagé. Je suis allé dans les pays. Chez le blanc, c'est pas ça. Chez le blanc, l'enfant a l'emploi de temps. Si c'est le français qu'on doit faire lundi, l'enfant dit d'abord le livre de français, le cahier de français. Mardi, si c'est l'anglais qu'on doit faire, l'enfant prend le livre d'anglais, le cahier d'anglais. Mais ici au Cameroun, on fait tout en désordre. On ne sait plus qui est qui. L'enfant dit le livre de français, le livre de mathématiques, tous les jours, matin, midi, soir. C'est fatigant. Et précisément en France, cette année, tendance, on a réduit considérablement les rythmes scolaires au niveau des horaires. Vraiment, on a rabaissé véritablement. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 15 ans qui a la hernie. Oui. La maladie des grandes personnes, des papas. L'enfant de 15 ans. Je suis malade, c'est quoi? J'ai la hernie. La hernie sort d'où? Ça, c'est les maladies qu'on peut pas trouver chez les blancs. qu'on a ajouté un nouveau programme d'agriculture dans la formation, le programme d'agriculture. Non, vous voulez finir nos enfants. J'étais même pas à l'école, mais franchement, il faut voir comment. Ma fille dit, maman, on a dit qu'on vient lancer le gros sac comme tu dis que tu pars avec tous les livres là, faire quoi? C'est madame qui a dit qu'on doit venir avec. On a pardon diminué un peu. Gomme non, parce que c'est pour une bonne maîtresse. Et toute l'importance de l'éducation, on la retrouve aujourd'hui dans les attitudes et les comportements de certaines personnalités, comme ce qu'on a pu apercevoir tout à l'heure, personnalités publiques dans le domaine de l'art. Forcément, il y a eu un gros problème d'éducation à ce niveau-là. Quand on est artiste musicien, qu'on a été adulé par bon nombre de gens au Cameroun et à l'international, forcément, il y a des attitudes et des comportements qu'il ne faudrait pas avoir. Si vous faites un voyage en France, en Belgique, je ne sais plus trop, vous allez en mettre plein la vue à l'ensemble de vos fans toute votre vie. Dès que quelqu'un parle, oui, c'est moi qui ai fait ci à telle ou telle personne, c'est moi qui l'ai fait venir en France, forcément, ça n'apporte rien du tout et ça montre à quel point on est très très limité au niveau de son instruction et même au niveau de l'éducation. Voilà, donc ce sont des choses qui nous permettent de nous rappeler que c'est important de bien se former, de bien s'éduquer, d'aller à l'école et d'écouter aussi les conseils des parents, hein, parce qu'on peut ne pas avoir été bien instruit jusqu'à l'université, mais quand même chercher à écouter ce que les aînés ont bien pu faire. De la vérité. Voilà. Merci beaucoup. La suite maintenant, c'est avec Africam Shopping Complex. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex. Voilà l'univers du bien-être dont tous les mardis et jeudis, on en parle avec vous, Marguerite et Simone Coco. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour chers téléspectateurs. Tic général, le dégraissage, le massage et l'harmonie parfaite du couple. It's a home of SR Carambola Spa. Nous avons bien évidemment d'autres produits en vente chez nous, tels que des parfums de luxe, des bijoux, des pains africains de qualité blindée et des produits d'entretien. Avec moi ce matin, Simone Coco, pour vous présenter les surprises que nous avons préparées pour vous aujourd'hui.
Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute African Shopping Complex International. Ce matin, nous allons parler de santé et de bien-être. On va commencer donc par la consommation. Il faut savoir que tout ce que nous consommons au quotidien contient du sucre. Un sucre qui, lorsqu'il est très élevé dans le sang, nous cause le diabète. Une maladie qui nous impose un rythme de vie très désagréable. La moindre petite blessure devient inguérissable. On ne peut plus consommer ces bons plats assaisonnés, par exemple un bon plat de poisson braisé avec le misolet. Ce sont des dépenses énormes à vie. On devient beaucoup plus sensible à certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. African Shopping Complex International a décidé donc de vous permettre de prendre plaisir à votre vie à travers le Sugar Balance Tea. C'est un thé naturel qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Et pour ces personnes-là qui ont déjà bien sûr un taux de sucre hyper élevé, le Sugar Balance Tea permettra tout simplement de normaliser de l'amitié et nous répondons au 6 94 20 36 36. Au Cameroun, nous sommes à Douala, derrière la Total BPCT, en face église catholique. Répondons au 677 42 11 00. À Yaoundé, face à Garantie Voyage Sam, c'est 56 03 00 44. Et nous sommes à la recherche de distributeurs. Nous faisons dans la vente en gros, mais également la vente par mobile money. Donc, vous, il suffit tout simplement de faire un dépôt dans le 6 76 70 31 25 et les produits vous seront acheminés à travers les agences de voyage. On vous attend tous vivement à African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et de massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle.
vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, il faut dire qu'en matière de football, l'actualité à l'international concerne notamment les qualificatifs pour les Coupes du Monde, ou alors la Coupe du Monde Russie 2018 dans la zone Europe. La France attend d'accueillir la Bulgarie et c'est une belle histoire entre les deux nations. En 93 déjà, c'est la Bulgarie qui avait empêché à l'équipe de France d'aller à la Coupe du Monde de 94 qui se déroulait alors aux États-Unis. Beaucoup parmi nous sur ce plateau n'étaient peut-être pas encore assez matures. Voilà, c'est ça. Moi, pour le cas du Cameroun aussi, on a un dernier match, enfin, l'un des derniers matchs face à l'Algérie. Mais là-dessus, on a un drôle d'entraîneur qui est toujours là en place au lieu de choisir de démissionner pratiquement, puisqu'il n'a pas réussi à nous amener à la Coupe du Monde. Il est toujours là, Hugo Bross, et il entretient la querelle avec certains des stars de cette sélection, notamment Maxime Choupo-Moting qui refuse de venir en sélection. Et même aussi le cas de Karl Toko Ekambi qui est un tout petit peu en train de bouder cette équipe. Voilà. On va donc prendre Grand Bazar à présent. Oh, du jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar. Voilà, avec nous donc M. Tambo de la communication de Grand Bazar. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à l'équipe du Zénith, voilà. Aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Quelle est la particularité du tricycle bazar ce matin? Parce que vous êtes là pour nous reparler un tout petit peu de ça. Oui Sam, c'est opération Un citoyen, un tricycle, où à moins d'1 million, vous avez un tricycle chez Grand Bazar. Et ne ratez pas l'occasion unique de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul. Grâce à notre grande tombola dans nos agences, vous avez la possibilité à 80% de repartir avec 2 en achetant un seul. Maintenant, la particularité du tricycle Bazar, c'est qu'il a un moteur 200 cc très puissant avec réducteur. La carrosserie est spacieuse et capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière. Le gros pont avec booster assisté, puis qui peut contenir les charges lourdes, donc 40 sacs de ciment. Alors, la faible consommation en carburant de ce tricycle Bazar, la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût et également la disponibilité du service après-vente au SAV, non loin de Eneo de Coty. On l'a déjà dit, Sam Séverin. Voilà. On va donc rappeler les toutes prochaines opérations que vous avez en vue de ce côté. Oui, les moteurs 200 cc d'abord. Oui, comment on les utilise? Oui, les moteurs 200 cc sont assistés d'un réducteur 4x4 qui vous permet de circuler dans les routes accidentées. Au cas où vous foncez dans de la boue, vous avez un réducteur qui vous permet d'activer, vous activez tout simplement le réducteur et vous sortez dans la boue sans avoir besoin d'assistance, sans avoir besoin qu'on vous pousse le tricycle. Il suffit juste d'activer le réducteur et ça se transforme tout seul en moteur turbo et vous sortez. Attention, dès que vous activez le réducteur 4x4 dans le tricycle Bazar, après avoir traverser la zone accidentée, alors désactivez rapidement le réducteur parce que le réducteur ne s'utilise que dans l'urgence. Quand vous activez le réducteur, c'est pour l'urgence. On ne roule pas constamment avec le réducteur. Les moteurs du tricycle Bazar 200 cc ont été testés par plus de 5 millions d'utilisateurs qui ont confirmé et ces moteurs répondent aux normes internationales ISO 9001 et ISO 2000. Alors, nous rappelons ici que les individus se sont permis de faire de la contrefaçon sur ce moteur qui n'ont malheureusement pas réussi. Ils ont les moteurs 150 et ils vont vous bluffer en vous disant que c'est des moteurs 200. Grand Bazar est la seule entreprise qui a importé les tricycles Bazar avec les moteurs 200. Si vous achetez un piston 200, vous mettez sur le tricycle Bazar, ça va adhérer. La contrefaçon, vous achetez un piston 200, vous mettez sur un moteur de la contrefaçon, cela ne va pas du tout adhérer. Alors,
Faites confiance uniquement à Grand Bazar parce qu'aujourd'hui, dans un monde très compétitif, il faut ramener les produits vers les clients. Et Grand Bazar a compris cette politique et a mis sur le marché des tricycles qui répondent à vos exigences des consommateurs. L'occasion ici de remercier tous les clients qui nous accourent dans tous les sens et les clients du sud-ouest et du nord-ouest. Nous vous appelons parce que nous avons envoyé un important stock de tricycles à Bamenda et à Limbe. Depuis hier, la cargaison est partie. Vous avez demandé les tricycles. C'est déjà arrivé. Rendez-vous chez Grand Bazar à Bamenda et à Limbe pour s'acquérir de vos tricycles parce que l'heure est grave chez Grand Bazar. Merci beaucoup. Vous avez pratiquement tout résumé et on va vous accueillir encore avant la fin de cette semaine. Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, on va dire que le chef de l'État du Cameroun est quelqu'un de particulièrement chanceux. Est-ce qu'on peut parler de chance? Non, on dira qu'il est quand même touché par la grâce, reconnaissons-le. Ça fait une belle cinquantaine d'années qu'il est dans la haute administration, puisqu'il a commencé avant même d'avoir atteint l'âge de 30 ans à occuper ses plus hautes fonctions dans la nomenclature centrale de l'État camerounais. Jusqu'aujourd'hui, un peu plus d'une trentaine d'années dans le rôle du chef de l'État. Normal donc qu'il ne puisse pas se sentir particulièrement gêné, bousculé, d'ailleurs, puisqu'il est vers le crépuscule aussi de son âge avancé. On va donc reconnaître à ce président une nature tout à fait exceptionnelle, au point qu'aujourd'hui nous avons appris du ministre de la Communication que le chef de l'État est bel et bien présent, même en esprit, il est omnipotent, omniscient peut-être, sans doute de la part de Issa Chiroma Bakare. Mais le problème est assez grave quand même parce que ça fait très très longtemps que ça dure. Le Cameroun est en train pratiquement de s'embraser, tout au moins dans la partie de la zone anglophone. Et notre président qui est toujours là quand même, puisqu'on reconnaît qu'il a été élu, même si c'était une élection assez controversée, il est toujours porté et disparu. On va donc lui demander quand même de se souvenir qu'il est à la tête d'une nation aujourd'hui qui fonctionne plutôt sur pilotage automatique, en l'absence du principal pilote, donc on ne sait pas. Donc on peut cracher à tout moment parce qu'on ne peut pas faire confiance au pilotage automatique à tout moment, sachant que certaines pièces à l'intérieur de cet avion-là commencent à être défectueuses aussi au niveau de ces pièces-là. On les a vues se déployer tout ce week-end quand même avec beaucoup d'hilarité de la part de quelques personnalités. Donc c'était un appel à une dernière prise de conscience de la part du chef de l'État qui devrait appliquer illico presto puisque la nation a bel et bien besoin de lui maintenant. Merci beaucoup, c'était le zénith de ce jour. Equinox Télévision, au-delà des limaces.